Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours consacré à l'énéagramme. Je suis Hubert Emono, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle formation. Donc aujourd'hui, nous allons voir l'énéagramme qui est un super outil d'analyse de la personnalité. Moi, c'est un outil que j'utilise tous les jours, aussi bien dans mes accompagnements, dans mes recrutements ou même pour mieux comprendre les autres, pour faire plus de ventes, en général dans chaque interaction avec les autres et même dans mon propre développement personnel, dans ma propre analyse personnelle, quand je cherche à me développer et à comprendre comment je peux progresser, j'utilise énormément l'énéagramme. Donc l'énéagramme vient du grec qui veut dire figure à 9 points. Donc c'est un outil d'analyse de la personnalité. Alors il y en existe beaucoup. Vous avez peut-être déjà passé des tests de personnalité sur Internet ou même peut-être avant un recrutement. Donc il en existe d'innombrables sortes et méthodes différentes. Les plus connus sont le MBTI, qui est un outil qui permet de cartographier un petit peu les profils. Vous avez peut-être déjà entendu parler du disque arc-en-ciel qui référence les personnes en fonction de leur énergie en 4 couleurs. Vous avez peut-être été aussi sur certaines plateformes qui ont leur propre outil d'analyse de la personnalité, je pense notamment dans le cadre du recrutement. Moi, si j'ai choisi de me spécialiser sur l'énéagramme et d'énormément apprendre et utiliser l'énéagramme, c'est parce que je trouve que c'est un outil qui est extrêmement flexible. C'est un outil qui peut servir dans plusieurs applications. On va y revenir pendant la formation. Et surtout, en termes d'analyse de la personnalité, c'est un outil, je trouve, qui ne met pas les gens dans des cases. Donc, on va voir après qu'il y a plusieurs profils qui ont été dessinés dans cet outil, mais qu'en réalité, il y a des centaines et des milliers de combinaisons possibles. Et donc, on va voir qu'on associe chaque profil à un nom et à un numéro. Mais si on vous donne à la fin du test Enneagramme le profil 2, par exemple, ça ne veut pas dire qu'il faut vous enfermer dans le profil 2. Bien au contraire, c'est un outil qui permet d'aller développer ses autres potentiels et d'aller voir quels sont les profils qu'on aurait plutôt intérêt à utiliser ou que de manière inconsciente, on va plus facilement utiliser ou à l'inverse négliger. C'est pour ça que moi j'adore cet outil qui permet, lorsque j'accompagne quelqu'un, de lui donner pas mal de pistes d'évolution avec même une suite mathématique, on le verra dedans, des voies d'intégration, des voies d'harmonisation. Et c'est pour ça que moi j'aime énormément cet outil qui est très utile dans mes coachings. Ça me permet, sans faire le test, mais de rapidement, quand j'ai quelqu'un en face de moi, d'arriver un petit peu à voir quels sont ses leviers de motivation, quelles sont ses peurs, quels sont ses principaux modes de fonctionnement. Et c'est un outil que j'ai intégré de manière inconsciente au fil des années, au fil de mon parcours et qu'aujourd'hui j'utilise en quelque sorte sans m'en rendre compte, mais qui me permet de faire très vite le point sur le profil des personnes que j'ai à accompagner. Donc l'énéagramme, il vient du grec figure à 9 points, mais c'est un outil qui existe depuis des milliers d'années. On a même retrouvé des traces de cet outil dans le soufisme, dans l'Égypte ancienne. Donc c'est un outil qui est très vieux, qui était sans doute utilisé pour d'autres applications à l'époque, mais c'est un outil qu'on faisait déjà sous forme de dessin ou en 3D pour expliquer les choses. Donc l'idée dans cette formation, c'est de voir comment cet outil peut vous aider déjà à mieux vous connaître, mieux vous comprendre, voir avec vous quelles sont les pistes qui peuvent être améliorées ou qui peuvent être optimisées dans vos comportements, dans vos leviers d'action au quotidien. Et puis c'est un outil qui sert aussi énormément à comprendre les autres. Et ça, c'est quelque chose qui est très précieux puisque autant sur vos relations personnelles dans votre cadre strictement perso ou dans votre travail quand vous allez être amené peut-être à manager, à vendre, à travailler avec les autres, ça va vous permettre grâce à cet outil de mieux cerner un petit peu les attentes et la vision du monde des personnes que vous avez en face de vous de manière à améliorer les relations et la communication que vous avez avec elles. Donc l'énéagramme, c'est un outil d'analyse de la personnalité qui permet de distinguer les personnes en 9 grands profils principaux. On parle alors d'énéatypes, on va les détailler ensemble tout au long de cette formation. Et à la fin de cette formation, vous trouverez d'ailleurs un test. Donc il y en a plusieurs sur Internet, des plus simples. Celui-ci est assez long puisqu'il fait un peu plus de 140 questions, mais un test qui vous donnera des pourcentages pour chacun des profils que vous avez. Peut-être que c'est quelque chose qui vous semblera naturel, peut-être que vous allez trouver des réponses ou des choses auxquelles vous vous attendiez pas. En tout cas, à la fin, je vous mettrai en lien de cette formation le test. Vous pourrez bien entendu me l'envoyer par mail et je vous ferai une petite analyse et ça vous permettra derrière d'aller faire de plus amples recherches parmi les ressources que je vais vous donner ou tout simplement d'aller un petit peu voir sur Internet tout le contenu qui a été créé sur cet outil. Donc avant de rentrer un peu dans le détail de chaque profil, de chaque test, on va voir ensemble déjà comment se présente l'énéagramme. Donc l'énéagramme en version 2D se présente sous forme d'un cercle.
Un cercle qui va correspondre, on va voir après, qu'il y a une énorme dimension symbolique dedans. Le cercle représente l'unité, la symbiose, l'ensemble, le tout, ou encore le ciel. On verra après que c'est un symbole qui est très intéressant dans l'énéagramme, mais en gros, on va tracer un cercle sur lequel, à distance égale, on va présenter 9 points qui correspondent aux 9 profils. Donc, tout en haut, un petit peu à droite, on va avoir le profil 1. Donc, il y a plusieurs noms qui peuvent être utilisés, mais d'une manière générale, on l'appelle souvent le perfectionniste. Donc, je reviendrai après sur les défauts, les qualités, les forces de chacun des profils. Pour l'instant, je vais vous débriefer l'ensemble de l'énéagramme. Donc, le profil 1, en haut à droite, on va l'appeler le perfectionniste. Juste un petit peu en dessous, vous allez avoir le profil 2 qu'on va appeler l'aidant ou l'altruiste. Comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui est énormément tourné vers les autres. Un petit peu plus bas, nous allons avoir le profil 3, le compétiteur ou le battant ou le combattant. C'est un homme d'action. Encore en dessous, nous allons avoir le profil 4 qui est le tragico-romantique ou encore appelé l'artiste, qui a un profil qui est extrêmement souvent dans ses états internes et ses émotions. En passant de l'autre côté du cercle, donc en bas tout à gauche, nous allons avoir le profil 5. Donc le profil 5, c'est le penseur. Alors on lui trouve aussi d'autres noms, mais c'est quelqu'un qui, à l'inverse du profil 4, est énormément dans l'intellect quand il s'agit de lui. Un petit peu plus haut, toujours en remontant dans le sens des aiguilles du montre sur notre cercle, nous allons avoir le profil 6, donc que l'on va appeler le loyaliste. C'est quelqu'un qui est aussi un homme d'action, mais qui est plutôt ancré sur la survie du groupe. Un petit peu encore en haut, nous allons avoir le profil 7, qui est l'épicurien, quelqu'un pour qui c'est extrêmement important de prendre du plaisir. En dessus, à niveau égal que le profil 1, en haut à gauche, nous allons avoir le profil 8, qui peut être appelé le chef, le patron, mais moi je vais l'appeler ici le leader. Et enfin, tout en haut de l'énéagramme, à midi pile, nous allons avoir le profil 9. Et je vous expliquerai après pourquoi je finis par celui-ci, qui est sur le cercle. C'est un profil médiateur, quelqu'un qui a un fort besoin d'harmonie autour de lui et qui donc prend un peu du recul sur la totalité du cercle. Donc voilà pour ces 9 profils. Nous allons maintenant voir chacun de ces énéatypes un peu plus en détail. Il faut savoir que chaque profil va avoir son mode de fonctionnement préféré, va avoir ses peurs, va avoir ses levées de motivation et on verra que chacun a plus ou moins développé un profil en fonction de l'éducation qu'il a eue, notamment dans sa toute petite enfance par rapport au rapport à ses parents, puisqu'il faut rappeler que chaque personne sur cette terre, sa plus grande peur, c'est de ne pas être aimé. À l'inverse, chaque personne sur cette terre va chercher de l'amour dans tout ce qu'elle fait. Même une personne qui est en colère va vouloir qu'on vienne s'occuper d'elle. Si elle est en colère, c'est que son cadre n'est pas respecté. Elle envoie un message vers l'extérieur pour faire comprendre à son environnement, à son entourage qu'il y a quelque chose qui ne lui convient pas, de manière à pouvoir rétablir une communication et obtenir de l'amour. Idem pour quelqu'un qui boude dans son coin. On dit notamment en programmation neurolinguistique qu'on ne peut pas ne pas communiquer, c'est-à-dire qu'une personne qui boude dans son coin communique quand même un message. Elle communique le fait qu'il y a un de ses besoins qui n'est pas respecté et elle va chercher à attirer de l'amour, à attirer de l'attention en boudant, même si on pourrait croire que cette personne cherche à ne pas du tout entrer en communication. Donc chacun des profils va être développé chez l'être humain en fonction d'une quête d'amour sur lequel on va pouvoir associer différents concepts liés à l'éducation qu'a eu une personne. Si je prends un exemple tout bête du profil 3, le compétiteur, qui est une personne, on le verra plus tard, qui est énormément dans l'action, la quête de réussite et d'image, c'est simplement quelqu'un qui, lors de son enfance, avec ses parents ou avec ses profs ou peut-être avec ses premiers copains ou copines à l'école, on lui a fait comprendre, pour être aimé, il faut que tu réussisses, il faut que tu gagnes, il faut que tu sois le meilleur. Et donc cette personne, de manière totalement inconsciente, sa psyché va se construire avec ce prérequis de « si je veux être aimé, alors il faut que je gagne ». Là où un profil 2, le aidant, on y viendra encore par la suite, va avoir des marques d'attention dans son enfance, va recevoir de l'amour et de l'attention quand il aide les autres. Et donc c'est une personne qui a associé le fait, si
je réponds aux besoins des autres, que je les aide, que je les prends en charge, alors je suis aimé. Donc ça me paraissait important de repréciser que chacun des profils a été conditionné par cette recherche d'amour et qui donc s'en induit certains comportements, certains fonctionnements, habitudes, parfois inconscientes, pour, encore une fois, aller obtenir l'attention, l'amour des autres dans son développement personnel au quotidien. Donc chacun des profils va forcément faire des choses, avoir des habitudes et mettre en place des actions pour aller chercher l'amour des autres, comme tout être humain sur cette planète. Chaque personne va chercher à se sentir bien et à être aimé. Donc chacun des énéatypes va par définition avoir un mode de fonctionnement privilégié pour aller chercher de l'amour. C'est ce qu'on va aller voir dans chacun des profils des 9 énéatypes de l'énéagramme. Et cela va aussi induire certains comportements, certaines peurs liées au fait de la peur de ne pas être aimé. Et on va pouvoir le retrouver dans l'ensemble des profils. Donc par rapport à ce que je viens de vous dire, peut-être que vous arrivez, vous déjà, à vous reconnaître dans un ou plusieurs profils, ou alors peut-être que vous avez repéré chez des personnes de votre entourage certaines prédispositions liées à cette quête de plaisir et cet évitement de la souffrance. Par rapport à cette quête d'amour, ce besoin de reconnaissance et de prise en compte par l'ego de son existence, chacun des profils va en plus de ça, au fil de son développement et de sa construction émotionnelle, mentale, psychique, voire même physique, aller chercher dans sa vie, par ses actions, certains résultats pour avoir de l'amour. Et c'est à ce niveau-là que les profils vont se dissocier, puisque chacun des profils va être dans une quête d'une nuance, de quelque chose d'un peu différent de l'autre. Donc je vais commencer par le profil 1, donc le perfectionniste. Le perfectionniste, c'est quelqu'un, sa plus grande motivation, c'est d'être parfait. On lui a dit, si tu veux être aimé, il faut que tu sois parfait. Vous savez, c'est l'assistante de direction qui, si le contrat a une faute d'orthographe, elle le déchire et elle réimprime tout parce que c'est pas parfait. J'ai fait partie de ce profil il y a quelques années. C'est parfois assez compliqué à vivre. Par contre, c'est ce qui fait sans doute notre excellence à la française, c'est-à-dire que moi, j'étais capable de déchirer des piles de papier, et j'en suis pas fier, juste parce que le bleu de l'imprimante était mal sorti et autres. Il fallait que ce soit parfait. Et mon profil perfectionniste attendait que ce soit toujours fait le mieux possible. Sinon, j'allais être critiqué et donc perdre de l'amour ou ne pas me sentir à la hauteur. Donc le profil perfectionniste, c'est quelqu'un qui est très exigeant avec lui-même. Donc sa problématique, c'est que parfois son perfectionnisme poussé à l'extrême va peut-être le mettre dans une forme d'inaction. Mais à l'inverse, c'est quelqu'un qui va faire preuve d'énormément de cadre et de rigueur dans certains postes. C'est pour ça que je vous parlais du recrutement. Il vaut mieux recruter une assistante de direction qui est rigoureuse, carrée et un petit peu trop perfectionniste, quitte à perdre un peu du temps dans certaines actions administratives, qu'un profil plus épicurien qui pense simplement à prendre du plaisir et qui va fuir un petit peu les corvées dans son travail ou qui ne va pas être dans cette même quête de perfection. Donc, en termes de recrutement, par exemple, si vous voulez recruter un profil très administratif et autres, le profil du perfectionniste est plutôt bien adapté, alors que d'autres profils le seront peut-être beaucoup moins de par leur quête et leur raison d'être profonde. C'est pour ça que je vous disais que c'est un outil qui peut être extrêmement intéressant dans le cadre du recrutement parce qu'il permet de recruter les gens par rapport à leurs valeurs et ce qui est vraiment important pour eux plutôt que de les recruter sur un CV ou des compétences qu'ils ont développées dans des formations ou à l'école. Donc je reviens sur mon perfectionniste qui lui a très peur d'être critiqué et de ne pas être à la hauteur. À l'inverse, sa motivation c'est d'être parfait. Il va énormément se baser sur le cadre extérieur, donc sur ce que pensent les autres, et il va énormément mettre son jugement sur son travail notamment ou sur sa personne dans les mains des autres. Et c'est pour ça que c'est une personne qui sera dans une quête de perfectionnement, qui sera toujours sans cesse en train de chercher à s'améliorer pour obtenir plus d'amour de la part des autres et être plus valorisée par rapport aux actions qu'elle met en place. Alors, à l'extrême, la problématique de ce profil, c'est comme je l'ai dit précédemment, il va peut-être entrer dans une forme d'évitement ou d'inaction à force de chercher la perfection dans tout. C'est aussi des personnes qui, avant de lancer un projet, vont tellement vouloir que tout soit planifié, tout soit calculé, tout soit parfait, qu'elles vont jamais le lancer, leur projet.
Donc le profil perfectionniste est en quête de perfection. Le profil 2 maintenant. Le profil 2, lui, il est dans une quête de reconnaissance. Donc lui, pour aller chercher de l'amour, il va chercher l'amour encore une fois à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur et il va énormément s'intéresser aux besoins des autres. Il va vouloir aller sans cesse comprendre l'autre pour voir comment il peut l'aider, comment il peut satisfaire ses besoins, comment il peut, parfois même à l'extrême, le prendre en charge pour être aimé. La problématique, c'est que parfois, ça peut être à certains degrés d'évolution et on verra après qu'à chacun des profils, il y a 9 niveaux d'évolution en fonction de si la personne se sent au meilleur d'elle-même ou dans les moments où elle est clairement en manque d'amour et que tous ces travers reviennent à la surface. Le profil 2, lui, il va pouvoir vraiment aider les autres, vraiment avoir une attention particulière à ce que ressentent les gens. La problématique, c'est qu'il risque parfois de se nier soi-même, de s'oublier, de faire passer les besoins des autres avant les siens et parfois même peut-être dans un état d'extrême mal-être, aller aider les gens sans qu'ils leur aient demandé quoi que ce soit pour ensuite les faire culpabiliser du fait de « après tout ce que j'ai fait pour toi, vu comme je t'ai aidé, c'est quand même pas sympa d'agir comme ça avec moi ». Donc c'est un profil, je reviendrai après plus en détail sur chacun des profils, qui peut devenir un petit peu manipulateur dans sa quête d'amour et de reconnaissance. Donc lui, sa motivation, c'est de faire plaisir à l'autre, c'est d'aider l'autre et c'est de comprendre les besoins de l'autre pour arriver à les satisfaire. À l'inverse, sa plus grande peur, donc tous les profils ont la même peur de ne pas être aimé, de ne pas être à la hauteur et d'être critiqué par les autres, mais le profil 2 a vraiment la peur du rejet. Sa plus grande peur, ce qui le terrifie, c'est d'être rejeté par les autres et que son ego se sente inexistant. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui va très souvent mettre un peu sa vie et ses besoins de côté pour s'occuper de ceux des autres, parce qu'il aura vraiment peur que ceux-ci le critiquent ou le rejettent. Ce qui peut être assez limitant. Je reprends l'exemple du travail. Un commercial qui a un profil aidant va être extrêmement bon dans ce qui va être de l'accueil, de l'écoute et du questionnement sur le besoin de l'autre, sur sa problématique et comment il peut l'aider à le résoudre. Par contre, c'est quelqu'un qui va peut-être avoir du mal à faire certaines propositions commerciales par peur d'essuyer un non et d'être rejeté. Le profil 3, le compétiteur, donc lui, on l'a dit un petit peu avant, il est dans une quête de réalisation. Lui, depuis qu'il est petit, on lui a dit « si tu veux être aimé, il faut que tu réussisses. Si tu veux être aimé, il faut que tu aies une bonne image auprès des autres. » Vous commencez peut-être déjà à voir comment chacun des profils et chacun d'entre nous, êtres humains et même animaux, peu importe notre âge, sommes sans cesse en train de faire des choses pour obtenir l'attention et l'amour des autres. Alors aujourd'hui, on le voit un petit peu plus par rapport aux réseaux sociaux où tout le monde est en quête permanente de likes, de partage et de reconnaissance. Mais fondamentalement, chaque être humain cherche depuis qu'il est petit à être aimé. Un bébé qui pleure, il est juste en train de signaler à ses parents un besoin pour qu'on s'occupe de lui, soit parce que ça ne va pas, qu'il a mal quelque part ou qu'il a faim. Mais chacun des profils va chercher à être aimé. On va pouvoir quand même trouver une nuance dans la quête profonde que poursuit chacun des profils. Donc, le perfectionniste, c'était la quête d'être parfait, la perfection. L'aidant, il est dans une quête de reconnaissance par rapport à l'aide qu'il offre aux autres. Le profil 3 va être dans une quête de réalisation. C'est des profils assez donc compétiteurs, des profils très orientés vers l'action, qui veulent des résultats, qui veulent être dans parfois le paraître, mais c'est des personnes qui ont besoin d'avoir des résultats pour qu'on dise « t'es le meilleur, c'est bien ce que t'as fait, t'as réussi ». Donc leur motivation, c'est de réussir, c'est de performer, c'est d'avoir une bonne image. À l'inverse, leur plus grande peur, c'est d'échouer. Principalement parce que s'ils sont devenus en grande majorité un potentiel compétiteur, c'est peut-être dû à leur environnement, des parents exigeants sur leur note à l'école, des choses comme ça, qui font que c'est des profils qui en général n'aiment pas perdre, essayent de fuir l'échec, essayent d'éviter d'avoir une mauvaise image, et surtout des profils qui ont peur en fait de n'avoir aucune valeur aux yeux des autres et par rapport à eux-mêmes. Donc c'est souvent des profils, que ce soit chez les hommes comme chez les femmes, qui vont avoir tendance à vouloir se mettre en valeur. Parfois, ça peut même devenir malsain, jusqu'à de la manipulation, de la tricherie ou du mensonge même pour montrer des résultats qu'on n'a pas pour être aidé par les autres. Mais donc, c'est un profil qui cherche la réussite et qui a peur d'échouer. Donc, souvent, on pense à l'homme d'action, on pense au profil compétiteur, on pense au commercial. Mais c'est un peu ça, le commercial en costume qui veut avoir belle image, c'est le spot publicitaire de l'entreprise et il a très peur de se prendre un nom et d'échouer sur ses objectifs
mensuel. Je vais en venir maintenant au profil 4. Donc le profil 4, on peut l'appeler le tragico-romantique, le romantique. Moi, je l'appelle l'artiste. Donc c'est les mots que vous reverrez le plus souvent pour définir ces profils. Donc lui, il est dans une quête d'authenticité, dans une quête de sensibilité. C'est pas pour rien qu'on l'appelle l'artiste, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute de ses émotions et qui même à l'inverse se laisse parfois submerger par ses émotions. Et donc, c'est un profil qui va être toujours dans une quête de chercher son moi profond. C'est quelqu'un, on utilise souvent cet exemple pour présenter ce profil, c'est quelqu'un, si je lui fais passer le test Ennéagramme et que je lui dis qu'il est 4, il va me dire non, moi je suis plutôt 4,5. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne va pas vouloir être comme les autres, c'est quelqu'un qui va vouloir trouver sa singularité, sa différence et être dans son moi authentique. Et il peut passer sa vie à le chercher, ça le rend parfois très sensible et très lunatique. C'est des profils qui ont des tendances à être parfois dans la super haute énergie, dans la joie, et puis le lendemain avoir envie de se suicider. Mais c'est un profil qui a pour motivation principale d'être unique, d'être reconnu pour sa différence, pour son originalité. Ça se remarque aussi sur le style vestimentaire, les vêtements. Alors pas forcément chez des jeunes gens de 16 ans qui sont en train de chercher leur style, mais sur des gens de 40, 50 ou même de 30 ans, on remarquera un style vestimentaire qui est quand même assez particulier puisqu'il est fait pour sortir un petit peu du lot, que ce soit même par rapport à certains tatouages ou autres. Le profil 4 artiste cherche à trouver son authenticité et donc sa plus grande peur, c'est d'être invisible, c'est de devenir comme tout le monde et d'être finalement effacé. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important pour lui d'être dans la création et d'arriver à exprimer ce qu'il est vraiment, même si parfois il a du mal à mettre des mots sur ses émotions. Le profil 5, le penseur. Donc lui, c'est quelqu'un qui est énormément dans l'analyse. À l'inverse, il est très souvent pas très à l'aise avec ses émotions puisqu'il garde tout à l'intérieur, tout dans le mental. Il utilise l'autre hémisphère du cerveau. C'est quelqu'un qui est dans une quête de compréhension. Il est tout le temps en train de lire des choses, de s'informer. Il a très très peur du vide cérébral, c'est-à-dire de ne pas comprendre les choses. Donc souvent, c'est des profils très experts dans un domaine qui se sont extrêmement intéressés à un sujet et qui peuvent en parler sans peur de ne pas tout comprendre. C'est des profils qui sont extrêmement aussi dans l'observation de leur environnement extérieur. Là où le profil 4 va être énormément à l'écoute de ses émotions et ce qui se passe à l'intérieur, le profil 5 va parfois même se détacher complètement de sa sphère émotionnelle pour aller observer ce que font les autres. Alors, à l'extrême, c'est un profil qui peut souvent se désociabiliser ou ne plus passer à l'action. Un petit peu comme le profil 1 qui veut tellement que ce soit parfait qu'il attend le moment parfait pour lancer quelque chose et le moment parfait n'arrive jamais. Le profil 5 qui aura toujours l'impression, notamment dans un projet où je le vois chez les entrepreneurs qui ont plutôt développé ce type de profil, c'est des personnes qui vont avoir du mal à passer à l'action parce qu'ils auront peur de ne pas tout maîtriser, de ne pas tout contrôler, de ne pas en savoir assez. Donc c'est souvent des personnes qui, s'ils s'intéressent à l'énéagramme, ils vont aller à la Fnac du coin, ils vont acheter tous les bouquins qu'il y a dessus, ils vont regarder 15 vidéos et une fois qu'ils se seront fait 40 heures de contenu sur l'énéagramme, ils considéreront qu'ils peuvent commencer à passer le test et à analyser qui ils sont sans faire trop d'erreurs. Mais voilà, donc c'est un profil qui est dans cette quête d'analyse et de compréhension et qui a très très peur de perdre ses repères, qui a peur du vide et il a très très peur de ne pas comprendre les choses. C'est pour ça que sa principale motivation, c'est d'apprendre. C'est d'apprendre des choses, c'est de contrôler, c'est de comprendre et ça passe essentiellement par l'observation de ce que font les autres à l'extérieur. Le profil 6 maintenant, le loyaliste. Donc lui, il est plutôt dans une quête d'harmonie du groupe, de survie du groupe. C'est quelqu'un qui a extrêmement peur de la solitude et qui a en fait derrière ça un énorme besoin de sécurité. Donc c'est quelqu'un qui va aller chercher de la sécurité à travers le groupe. C'est son cerveau limbique souvent qui va le pousser à aller prendre en compte les besoins du groupe entier parce qu'il se sent bien dedans. Mais c'est aussi le genre de profil, les personnes qui n'arrivent jamais à rien faire toutes seules. Je parle pas d'aller manger quelque chose ou boire un verre, on va pas y aller tout seul. Mais c'est des gens qui, avant de lancer un projet, ils vont s'assurer que d'autres gens les suivent dans le projet, que d'autres gens sont là pour les épauler, que les autres personnes comprennent ce qu'ils font et y adhèrent. C'est une personne qui n'est pas du tout à l'aise dans la solitude et qui va chercher à se rassurer à travers le groupe. Par contre, c'est quelqu'un qui est extrêmement motivé par l'action collective.
Le profil loyaliste, c'est un profil qui est dit donc loyal et qui, une fois qu'il est dans une équipe, c'est quelqu'un qui va mettre énormément d'énergie pour que cette équipe avance dans la même direction. Donc ça peut être des très très bons profils par rapport, j'y reviendrai après, le profil 3 qui est plutôt dans l'action individuelle et qui se la joue assez perso en général. Le profil 6, c'est quelqu'un avec qui c'est souvent très appréciable de travailler en équipe parce qu'il ne va pas forcément penser solo, il va avant tout penser au bien-être commun et c'est quelqu'un qui va chercher à construire ensemble. J'en viens maintenant à l'épicurien. Donc lui, l'épicurien, comme son nom l'indique, c'est un hédoniste. C'est quelqu'un qui est en quête de plaisir. Sa plus grande motivation, c'est de prendre du plaisir dans les choses. Et à l'inverse, parce que sa grande peur, c'est de manquer. C'est quelqu'un qui a très très peur de ne pas prendre de plaisir. C'est quelqu'un qui a peur de souffrir. Peut-être parce qu'il a déjà souffert par le passé. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, dans un groupe, vous allez faire l'intégration d'une équipe dans une entreprise. Lui, ce qui va l'intéresser surtout, c'est les relations qu'il va y avoir entre les gens et la fête qu'on va faire le soir. Je ne veux pas grossir ou faire une métaphore trop simple du tableau, mais c'est quelqu'un qui est toujours en manque de sensations et qui cherche à se sentir vivant. Alors à l'extrême, c'est même des personnes qui sont tout le temps amatrices de sensations fortes, que ce soit à travers le sport, les relations, la fête. C'est des personnes qui vont parfois abuser des bonnes choses, type l'alcool, le sexe, les drogues. Ils vont avoir une tendance dans tout ce qui leur apporte du plaisir à pouvoir être parfois faibles à court terme jusqu'à ce que derrière ils développent ce profil pour aller, on y reviendra par la suite, dans une forme de raffinement. C'est-à-dire qu'une personne épicurienne qui aime boire l'apéro tous les week-ends, quand elle va être au meilleur d'elle-même, elle va commencer à préférer boire une bonne bouteille de vin que de vider des packs de bière avec ses copains le week-end de manière à oublier le quotidien de la semaine. Donc le profil épicurien, c'est quelqu'un qui a tendance à faire des excès, mais qui est extrêmement motivé par le fait de prendre du plaisir. Le profil 8 maintenant, le leader, où vous allez peut-être voir le chef, le patriarche, c'est comme son nom l'indique le leader. Alors pas forcément parce que c'est un dictateur, ça c'est quand il est au moins bon de lui-même. Le leader, c'est un profil qui a des valeurs très importantes pour lui et qui va vouloir les exprimer auprès des autres et qui très souvent va trouver des gens qui vont adhérer à ses valeurs et qui vont le suivre. Lui, il est dans une quête de contrôle. C'est pour ça qu'il peut être des fois associé à un côté un peu dictateur. Il aime contrôler parce qu'en fait, il a extrêmement peur de la trahison par les autres. C'est quelqu'un qui, par le passé, a peut-être fait confiance, a été trahi ou déçu. C'est quelqu'un qui supporte très mal l'injustice, le fait d'être trahi quand il a accordé sa confiance. Donc, c'est quelqu'un qui va faire très attention à être dans le contrôle et c'est quelqu'un qui va se comporter des fois un peu comme le petit papa, à vouloir tout gérer. C'est pour ça qu'on l'appelle parfois le chef, parce qu'il peut être associé à cette casquette de protecteur, de personne dans l'entreprise qui va driver la vision et pousser les équipes vers l'atteinte des objectifs. Mais c'est un profil qui est extrêmement motivé au fait que les choses soient justes, qu'il y ait du contrôle. Il faut qu'il fasse attention à ne pas imposer sa loi, mais c'est une personne qui a quand même un fort besoin de contrôler et d'exprimer ses valeurs qui il est. Le profil 9, enfin, le médiateur. Alors comme je l'ai dit au tout début, c'est quelqu'un qui est en quête d'harmonie. Lui, il ne supporte pas la division. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a peur du conflit, peur des disputes, peur de la désharmonie, peut-être parce qu'il les a justement vécues dans le passé, avec des amis, un divorce de ses parents, des choses comme ça. Donc lui, sa motivation, c'est d'unifier les troupes, d'harmoniser les choses, de faire de la cohésion. C'est un profil qui très souvent, en termes d'action, on verra après qu'il y a un triangle d'action entre le 3, le 6 et le 9. Le profil 9, le médiateur, lui, il va être là pour ne pas trop se mettre en avant. Il va souvent se couper émotionnellement, s'oublier et parfois même fuir les conflits. C'est quelqu'un qui est prêt, pour l'avoir déjà vécu avec ce type de profil, qui est prêt à mentir parfois pour éviter qu'il y ait des problèmes. J'avais accompagné un client, moi, où sa copine venait de le plaquer et c'était apparemment un fort profil 9 et sa copine a mis des semaines avant de lui expliquer les raisons de pourquoi elle le quittait. Pas par méchanceté, par haine, bien au contraire, parce qu'elle ne voulait pas lui faire du mal et par peur d'affronter la décision liée à la vérité de la situation, elle préférait mentir
pour détourner un petit peu le sujet pour que tout se passe bien pour tout le monde. Donc ça, c'est des profils, c'est un peu les nouveaux métiers qu'on voit dans certaines startups, c'est le Chief Happiness Officer, c'est celui qui va faire en sorte que ça se passe bien pour tout le monde et qui va créer une réelle harmonie. Sa problématique, c'est que parfois, il peut arriver à s'oublier et à ne plus savoir ce que lui veut vraiment, à force de vraiment faire en sorte de satisfaire tout le monde. Donc voilà pour les 9 profils. Donc ce que je ne vous ai pas dit au début et que je tiens à préciser maintenant, si vous commencez peut-être maintenant à vous projeter dans chacun des profils, voir un petit peu lequel fait miroir sur vous quand on en parle, c'est que vous avez tous les potentiels. Vous avez tous les potentiels, mais vous avez sans doute développé un ou quelques profils plus que les autres. L'objectif de l'énéagramme, c'est avant tout, bien entendu, d'arriver à mettre des mots sur son profil pour mieux se comprendre, savoir comment on fonctionne, savoir ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer à l'intérieur et à l'inverse, ce qui nous repousse, ce qui nous fait peur. Mais l'intérêt de l'énéagramme, c'est avant tout, en tout cas moi dans ma vision des choses et dans la façon dont on me l'a transmis, et je remercie au passage Lionel Calderini et Paul Pironnet qui sont mes mentors et formateurs sur cet outil lors de mon parcours de développement personnel et ma formation de coach professionnel. Ce sont des personnes qui m'ont transmis une vision non pas, j'ai envie de dire, scolaire de l'outil, mais vraiment un outil d'accompagnement qui permet donc à chacun de prendre du recul sur son profil à lui pour aller développer ses autres potentiels et pour aller chercher une forme d'équilibre. Dans la vie, tout est une question d'équilibre. Le chaud, le froid, le noir, le blanc, la gauche, la droite. L'objectif, si vous êtes un profil plutôt, mettons, compétiteur dans l'action individuelle et autres, c'est pas de vous dire, toi, tu es meilleur pour bosser seul, vas-y, fonce et coupe-toi complètement des autres. Non, l'objectif, c'est plutôt de vous dire, bon, apparemment, je suis très bon pour agir seul, et c'est vrai que quand je fais le point sur ce que j'ai fait dans ma vie, c'est le cas. Par contre, j'y gagnerais peut-être à apprendre à plus travailler avec les autres, ou à apprendre à peut-être plus travailler en harmonie avec le groupe et arriver à m'effacer un petit peu pour laisser la place aux autres. Voilà moi comment je vous conseille d'utiliser cet outil à vos fins personnelles, non pas en vous bloquant dans une case, en vous disant je suis profil 4, je vais être dépressif toute ma vie, non. C'est d'arriver à voir, ok, j'ai mon profil 4 qui est fortement développé, je suis très à l'écoute de mes émotions, parfois je gagnerais à me couper pour aller plutôt dans le profil 5, à observer comment font les autres, à prendre du recul sur moi-même et à me voir de l'extérieur, au lieu de prendre des décisions pouce-bouton, par à-coup émotionnel ou parce que je suis complètement submergé par ce que je vis à l'intérieur. Donc voilà, je pense que chacun devrait utiliser cet outil et pour comprendre les autres et pour se comprendre, mais c'est un outil qui offre, on le verra après avec les voies d'intégration et autres, énormément de pistes de réflexion en termes d'évolution et je trouve que c'est dommage, j'ai vu pas mal de personnes qui avaient fait une formation traditionnelle très longue sur l'énéagramme, donc il faut savoir que c'est des formations qui peuvent durer une semaine jusqu'à un mois, mais je considère que vous, pour que ce soit opérationnel, efficace et applicable dans votre vie de tous les jours, vous n'avez pas besoin d'une semaine de formation. C'est pour ça que je ne vais pas non plus m'étendre dans ce cours, mais l'objectif, c'est d'arriver à voir comment vous pouvez aller chercher la force des autres profils pour progresser dans votre vie, retrouver de l'équilibre dans certains comportements et puis peut-être arriver aussi à mieux cerner les autres et les encourager, les accompagner à aller développer leurs autres profils. Donc comme on l'a dit, chacun va chercher à être aimé par les autres et souvent par rapport aux parents. Donc je vous mettrai une petite image qui montre de manière générale, chacun est différent, le rapport que chacun des profils entretient plutôt avec ses parents. Parfois il va plutôt être ambivalent vis-à-vis du père ou de la mère ou plutôt être lié aux deux. Mais en tout cas, chacun des profils va avoir certaines prédispositions en termes de relation avec ses parents. Et on peut même faire le lien ici avec un autre outil qui s'appelle la process communication, qui était utilisé notamment dans les méthodes Lean chez Toyota et qui permettait de voir justement qu'est-ce qui avait conditionné une personne dans son développement pour avoir de l'amour avec les 5 grandes strates, pour être aimé soit parfait, soit le meilleur, soit à l'écoute des autres. C'est un petit peu la même façon de voir les choses à travers l'énéagramme. Retenez simplement que vous et les autres, mais tout le monde est en quête de reconnaissance parce qu'il a peur de ne pas être aimé et que chacun va être dans une quête profonde d'identité et va faire en sorte d'attirer l'attention des autres par rapport à ses actions, ses comportements ou ses habitudes.
Donc voilà pour cette première partie sur l'énéagramme. Donc on a vu les 9 profils ensemble, on les a détaillés un petit peu, chacun leur peur, leur motivation et leur quête profonde. Maintenant, je vais aller un petit peu plus dans le détail de l'outil puisqu'il y a beaucoup de choses à voir. Donc déjà, il faut savoir que dans l'énéagramme, on va distinguer 3 centres. Donc 3 centres de décision, c'est-à-dire qu'en fonction du profil prédominant que vous avez, on peut remarquer que vous avez une façon différente des autres de prendre des décisions. Donc dans l'énéagramme, on peut distinguer 3 centres qui permettent un petit peu de distinguer comment les personnes vont prendre une décision avant d'agir. Donc il y a le centre émotionnel, le centre mental et le centre instinctif. On aurait pu mettre physique, ici il parle d'instinctif. Et donc chacun de ces centres a 3 profils qui lui correspondent. Donc le profil émotionnel, ça va plutôt être les profils 2, 3 et 4, aidants, compétiteurs, artistes. Donc ces profils-là, ils sont dans l'émotion au moment de prendre leur décision, c'est-à-dire qu'ils vont se baser sur ce qu'ils ressentent dans une action et dans une situation donnée avant de prendre leur décision. A l'inverse, les personnes qui sont plutôt dans leur mental, les profils 5, 6 et 7, ce sont des personnes qui vont penser et faire attention à ce à quoi ils pensent et la façon dont ils réfléchissent avant de prendre une décision lorsqu'il faut passer à l'action dans une situation donnée. Et enfin, les profils plutôt instinctifs, donc les profils 8, 9 et 1, profils leader, médiateur et perfectionniste, sont des profils qui vont plutôt faire attention à ce qu'ils font dans une situation. Donc c'est des personnes qui vont réagir à l'instinct pour prendre des décisions. Donc ça, c'était pour les 3 centres. Et je vais faire le lien maintenant avec ce qu'on appelle les ailes. Alors, il y a beaucoup de choses dans l'énéagramme, vous n'êtes pas obligé de tout comprendre. Si vous avez déjà bien retenu ce que j'ai dit sur les 9 profils et la suite sur les voies d'harmonisation et d'équilibre, ce sera déjà génial et ça va déjà changer pas mal de choses dans votre vie, je vous le garantis. Mais pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, il y a plein d'autres spécificités propres au modèle énéagramme qui fait que la formation complète peut être aussi longue. Mais on va avoir le concept des ailes. Vous avez également ce qu'on appelle une aile, c'est-à-dire un profil très développé à côté de votre profil principal. Par exemple, un profil 2 qui a une aile en 3, donc c'est-à-dire quelqu'un qui a énormément développé son côté aidant, sa capacité à aller répondre aux besoins des autres, mais qui a aussi un profil assez développé en 3. On va appeler cette personne une personne au profil 2 avec une aile en 3. C'est-à-dire que c'est une personne qui, pour avoir l'affection des autres, pour être aimé par les autres, il va les aider pour avoir lui-même de la réussite. Donc son but, ça va être d'être aimé et reconnu par les autres en réussissant. Donc il va utiliser la capacité des autres profils. A l'inverse, un profil 2 aidant qui aurait une aile en perfectionniste, c'est quelqu'un qui va faire en sorte de toujours bien faire les choses et peut-être même d'anticiper certaines actions dans ses relations pour être aimé et être reconnu par les autres par rapport au cadre qu'il a su imposer et par rapport au contrôle qu'il a su garder dans les différentes tâches et actions qu'il a su faire. Donc voilà pour le concept des ailes. Si je vous en parle, l'idée c'était de vous montrer que vous avez déjà plusieurs profils et que très souvent quand vous avez un profil fortement développé, vous en avez un des deux qui sont à côté, donc soit sur la gauche, soit sur la droite, qui est une aile et que vous utilisez en second plan, on va dire, pour satisfaire les besoins de votre profil prédominant. On va maintenant passer aux voies d'harmonisation et de désintégration et on verra également que chacun des profils a différents niveaux de bien-être en fonction de s'il est dans sa partie saine ou dans sa partie malsaine. Tout simplement, est-ce qu'il est au meilleur de lui-même parce qu'il reçoit de l'amour et qu'il se sent bien, ou les actions et les comportements qu'il va plutôt avoir, ses vices, dans les moments où il se sent le moins bien, dans le moment où il est en manque d'amour justement le profil. Donc on peut remarquer, et vous allez le voir tout de suite sur le schéma, que chacun des profils est relié par une flèche et qu'on a un petit peu un fil conducteur comme ça avec cette flèche qui nous revient à la base, c'est-à-dire que si vous commencez par le profil 2,
vous allez descendre en 4, monter en 1, basculer en 7, jusqu'à revenir à la fin du parcours sur le profil 2. Il faut savoir que les flèches marchent dans les deux sens. On peut considérer qu'en quelque sorte, la pointe de la flèche met en évidence et met de la lumière sur nos zones d'insécurité, et donc vers la voie que l'on peut envisager de prendre pour progresser et régler une certaine situation. Donc, chacun va essayer de satisfaire ses besoins et aller chercher de l'amour auprès des autres en passant d'un profil à l'autre, en suivant cette direction, c'est toujours la même. Et à l'inverse, une personne qui s'isole et qui va de moins en moins avoir la conscience de ses propres besoins, qui va avoir de moins en moins les comportements qu'il faut pour justement attirer l'attention des autres, alors qu'inconsciemment c'est ce qu'il veut, ce qui peut créer des conflits internes et des personnes qui ne comprennent pas pourquoi elles se sabotent, c'est parce qu'elles font le parcours à l'envers. Pour faire simple, on va commencer par le profil 2 et je vais essayer de donner un exemple assez cohérent, assez concret pour permettre comment le profil 2 peut utiliser la direction d'harmonisation de l'énéagramme pour aller vers le meilleur de lui-même. Donc supposons un profil 2 aidant, quelqu'un qui fait toujours passer les besoins des autres en premier, avant les siens. C'est quelqu'un qui ne va jamais prendre le dernier gâteau du paquet ou qui va parfois ne pas oser lever la main dans une discussion pour ne pas prendre la place et laisser aux autres prendre la leur. C'est quelqu'un qui au bout d'un moment va peut-être, et pour certains qui ont ce profil 2, ce profil un peu Mère Teresa, très empathique, moi c'est mon profil prédominant, c'est un profil qui en principe permet de se faire accepter de manière inconsciente, mais c'est un profil qui a la problématique de nous dissocier complètement de nos propres besoins et d'être toujours tourné vers les autres, tourné vers les autres, tourné vers les autres. Et bien entendu, les personnes très empathiques, les personnes bienveillantes et autres, ne vont pas toujours attirer des personnes bienveillantes, et c'est un profil qui attire régulièrement, quand il est dans l'extrême, des personnes qui vont être là pour profiter de lui et pour prendre ce qu'il a à donner et qui vont se servir de sa quête de reconnaissance, de son manque de reconnaissance, en lui donnant un petit peu de valorisation pour satisfaire leurs besoins auprès du profil 2. Sauf que le profil 2, peut-être que parfois, à l'extrême, il va se créer pas mal de problématiques, que ce soit financières, dans son travail ou dans son couple ou dans ses relations en général, en faisant passer les autres toujours en premier. Si c'est quelqu'un qui, s'il n'apprend pas à s'imposer, à s'affirmer, et j'en sais quelque chose, il va ni plus ni moins se faire bouffer, jusqu'à parfois péter un câble et aller après se faire l'effet inverse, c'est-à-dire se venger des autres en se disant « puisque tout le monde me fait du mal, puisque personne m'aime et puisque je suis toujours en train de tout donner et que ça me retombe dessus, puisque c'est comme ça, je vais arrêter d'aider les autres. » Et le profil va basculer du mauvais côté, il va aller dans son profil 8, leader. Il va dire « puisque c'est comme ça, moi à partir de maintenant, je pense qu'à ma gueule. » Donc on pourrait croire que c'est la bonne chose à faire pour retrouver l'équilibre, et parfois le choc peut permettre de retrouver l'équilibre, mais très souvent, pour l'avoir vu, vécu, expérimenté, que ce soit chez moi ou chez les autres, le profil 2 qui va aller tout de suite, là, from scratch, devenir un profil 8 et complètement contrôler, ne pas regarder les besoins des autres, la différence est tellement énorme pour lui qu'il ne sera pas à l'aise dans cette posture, il ne va pas être heureux, et une fois que son coup de colère sur les autres va être passé, il va très souvent revenir naturellement dans son profil aidant, et en plus, comme il s'en veut d'avoir été un peu dur et méchant parfois même avec les autres, il va encore plus aller être dans le don de soi pour retrouver de l'estime personnelle et retrouver de l'amour de lui-même. Donc il se met en quelque sorte dans un cercle vicieux où plus il va aider les autres, moins il s'occupe de ses besoins, plus il a envie de dire aux autres de se débrouiller, plus il se sent mal et plus il va aller en faire pour les autres pour retrouver de l'estime personnelle. Donc ça, c'est la voie de désintégration. C'est comment on fait un profil pour aller au moins bon de lui-même dans la satisfaction de ses besoins. Voyons-le maintenant dans le bon sens. Le profil 2 qui dit « écoute, j'en ai un peu marre de donner ma vie aux autres, j'en ai un peu marre de me faire passer au dernier, j'en suis à un stade où j'ai tellement écouté les besoins des autres, j'ai tellement observé les autres, j'ai tellement fait attention à
leurs problématiques que je connais même plus les miennes de problématiques. Et moi, je ne sais même plus aujourd'hui de quoi j'ai besoin. Et vous le verrez, ces personnes qui sont très souvent dans le don de soi, que ce soit dans la sphère personnelle ou qui vont peut-être s'impliquer dans des associations ou autres, je ne veux pas faire le cliché, hein, tout le monde s'implique dans des associations ou des causes qui lui importent, mais le profil 2 a cette tendance à s'occuper tellement des autres qu'au bout d'un moment, lui-même ne sait même plus de quoi il a besoin, ne sait même plus ce qu'il veut, et il va même parfois être propre à l'adage « tu ferais mieux de balayer devant ta porte » puisqu'il va peut-être des fois aller régler les problèmes chez les autres alors qu'il a le même problème chez lui et qu'il ne le résout pas. Ce profil 2, s'il veut se développer, il y a un moment, il a un intérêt à trouver de l'équilibre. Et pour trouver cet équilibre, il a peut-être intérêt à descendre dans son profil 4. C'est quelque chose qui est très dur à faire pour lui. Donc comme je vous l'ai dit avant, la flèche peut pointer sur la zone d'insécurité qu'il faut mettre en lumière. Mais donc le profil 2 qui va commencer à s'autoriser à se faire passer en premier, plutôt que de basculer dans le profil leader et d'envoyer tout le monde se faire voir, il a peut-être meilleur intérêt à descendre en lui-même, dans ses émotions, pour aller prendre conscience et remettre au goût du jour ses propres besoins, se rendre compte de ce qui ne va pas dans sa façon, dans son comportement, dans la façon qu'il a d'aider les autres, et peut-être d'aller trouver un équilibre grâce au potentiel du profil artiste, c'est-à-dire qu'il va aller pouvoir se questionner, écouter ce qu'il vit, ce qu'il ressent, pourquoi il fait les choses, et il pourra également utiliser, outre l'aspect émotionnel, les caractéristiques et le potentiel de l'artiste dans sa façon de s'exprimer ou d'être dans la créativité peut-être, pour aller dire aux autres ce qu'il ressent, alors que d'habitude il fuit un peu le conflit par peur de ne pas être aimé et d'être rejeté, mais il va peut-être aussi trouver de nouvelles manières par la créativité d'aider l'autre ou de se sentir aimé sans pour autant mettre sa vie entre parenthèses. Donc le profil 2 qui est dans cet extrême de don de soi peut aller dans le profil 4, faire attention à ce qu'il ressent, faire le point sur ses besoins, exprimer ce qu'il ressent et quels sont ses besoins auprès des autres. Et pour ne pas se laisser à nouveau submerger par les émotions, puisque c'est quelqu'un qui est très émotionnel, profil 2, il va ensuite monter dans le perfectionniste, c'est-à-dire le profil 1, et il va aller se fixer un nouveau cadre. Par exemple, quand j'aide les autres, il faut que je fasse attention à. Ou alors, quand j'ai déjà pris en compte mes propres besoins et fait en sorte de les satisfaire, alors je peux donner mon excédent d'énergie aux autres. Ce ne sont que des exemples, mais il va pouvoir aller par rapport au questionnement qu'il a eu sur lui-même, sur sa vie, sur ses valeurs, sur ce qu'il ressent avec le profil 4, il va pouvoir aller retourner dans l'intellect avec le profil 1 pour aller se fixer un cadre de nouvelles habitudes à mettre en place pour retrouver un équilibre dans son comportement de profil aidant. Une fois qu'il aura remis ce cadre-là, ce qui est très important pour ne pas prendre le risque de faire marche arrière et de revenir dans ses anciens travers, le profil 1 va aller dans le profil 7. C'est-à-dire maintenant qu'il a été plus à l'écoute de ses besoins, qu'il les a exprimés, qu'il a fixé un cadre sur son comportement et dans ses relations avec les autres, c'est très important qu'il aille dans le profil 7 pour voir s'il y prend du plaisir. Est-ce que je prends du plaisir à agir de cette façon? Est-ce que je prends plus de plaisir en répondant également à mes besoins avant de répondre à ceux des autres? Donc il va pouvoir aller dans le profil 7 avant de descendre directement dans le profil 5, donc le penseur, et y aller y voir si maintenant que je prends du plaisir, en observant de l'extérieur par mon intellect, est-ce que tout se passe bien? Est-ce que c'est la bonne façon d'agir? Est-ce qu'il n'y a pas encore une façon d'optimiser les choses? Et il va pouvoir se servir du profil 5 qui est extrêmement rationnel pour aller rationaliser un petit peu son comportement, maintenant son nouveau comportement, son nouveau schéma de fonctionnement, maintenant qu'il s'est assuré qu'il y prenait du plaisir. Et fort de ce nouveau cadre, de cette nouvelle perception, il va enfin pouvoir aller dans le profil du leader, dans le profil 8 et dire « Bon, je suis quelqu'un qui me laisse un peu trop bouffer par les autres, mais j'aime répondre aux besoins des autres. J'ai pris le temps d'écouter ce que je vis, j'ai pris le temps d'écouter ce que je ressentais, ce qui n'allait pas. J'ai défini un nouveau cadre dans mes comportements et dans ma façon d'agir. J'ai vérifié que j'y prenais du plaisir
que ça ne me faisait pas plus souffrir et que c'était bon pour moi. J'ai pris le temps ensuite d'observer la réaction et le changement que cela avait sur les autres lorsque je mets en place ce nouveau schéma, ce nouveau comportement. Et maintenant, je peux me permettre de prendre mes valeurs et de les exposer aux autres, peut-être en leur exprimant ce qui est important pour moi, c'est ça, mais je suis toujours disponible pour toi si tu as besoin. Ce ne sont que des exemples que je vous donne, j'essaye de vous donner un fil conducteur pour essayer de mettre en perspective dans quel sens les choses se déroulent. Mais donc, ce profil, initialement 2, va pouvoir, une fois qu'il a passé par tout ce parcours de prise en compte de ses besoins, aller dans le profil 8 pour plutôt imposer sa façon de faire, imposer peut-être la façon dont il veut travailler. Moi, j'ai eu quelques années, j'avais des problèmes par rapport aux tarifs de mes prestations et autres. Quand je suis allé faire ce travail-là, j'ai pu enfin, après, basculer dans mon profil de leader pour aller voir certains de mes clients, pour leur dire, écoute, moi, à partir de maintenant, j'aimerais, si tu le permets, qu'on travaille de cette façon, de cette façon, de cette façon et que tu me payes de cette façon, ce qui ne veut pas dire que je serai moins présent pour toi, pour satisfaire tes besoins. Bien au contraire, en prenant le temps de me faire passer en premier, je pourrais mettre encore plus d'amour et d'énergie à t'aider à répondre à tes propres besoins. Et ensuite, le profil 8 va pouvoir rebasculer dans le 2 et valider que son nouveau schéma de pensée, que son nouveau mode de fonctionnement est plus OK et plus aligné avec la personne qu'il a envie de devenir. Et de cette façon, un profil 2 qui était très déséquilibré va pouvoir petit à petit retrouver de l'équilibre dans ses relations avec les autres pour aller vers le meilleur de lui-même. Et donc, vous pouvez prendre chacun des profils et vous pouvez très bien partir du profil 1. Je suis trop carré, je suis trop perfectionniste, je me prends tout le temps la tête pour un rien. Hop! Si vous basculez dans le profil 4, pour donner un deuxième exemple, vous allez vous faire happer par vos émotions et vos propres besoins. Ça ne va pas vous faire avancer ni trouver l'équilibre. Par contre, si vous dire, bon, je mets peut-être trop de cadre dans les choses et trop de contrôle, mais est-ce qu'au moins j'y prends du plaisir en allant dans le 7? Là, tout de suite, vous avez des pistes pour progresser et pour évoluer dans le bon sens. Donc, c'est ce qu'on appelle les voies d'harmonisation. Donc, vous avez vu que ça va du 2 au 4, au 1, au 7, en passant par le 5, puis le 8 pour revenir au 2. Ces voies d'harmonisation marchent exactement comme je vous l'ai montré dans l'autre sens, sauf que cette fois, on va les appeler des voies de désintégration. C'est-à-dire que plus la personne va être en manque d'amour, plus elle va prendre le chemin inverse qui serait bon pour elle et elle va petit à petit se désintégrer plutôt que s'harmoniser en quelque sorte et descendre de plus en plus dans des niveaux de conscience où elle se sent de moins en moins bien. Vous avez peut-être vu aussi donc qu'il y a 3 profils qui ne font pas partie de ce schéma. Ce sont les profils 3, 6 et 9. Pourquoi ? Puisque on reviendra après sur la symbolique derrière l'énéagramme, c'est des profils qui sont orientés vers l'action. Donc c'est plutôt en termes de fonctionnement, d'agissement qu'on va les regarder. Donc on les dissocie et on en fait donc un triangle. D'une manière générale, le profil 3, de façon tout à fait logique, quelqu'un qui est toujours dans l'action individuelle, qui la joue perso, qui est en compétition avec les autres tout le temps, passé un âge où dans certains projets ou dans certaines situations, pourrait énormément gagner en potentiel, d'apprendre à travailler avec les autres et à peut-être lancer un projet de manière collective ou laisser un peu les autres prendre leur place et donc aller utiliser le potentiel du profil 6 qui s'occupe plutôt, lui, de la survie du groupe. Le profil 6, lui, qui est énormément dans l'action collective et autres, le risque qu'il peut avoir, c'est de ne pas du tout être dans l'action individuelle et lui, il va gagner à aller utiliser la force du profil 9 pour que plutôt qu'être là, force de proposition, toujours, mais se laisser un peu tirer par le groupe, par besoin de sécurité, peut-être aller prendre un rôle un peu plus de cohésion, de médiateur, sans se laisser aller à ces grandes peurs d'être seul ou de ne pas être en sécurité. Et à l'inverse, le profil 9, qui lui est énormément en retrait, qui passe très peu à l'action, qui fait plutôt en sorte que tout se passe
le mieux possible dans le meilleur des mondes pour les autres, eh ben, il gagnerait énormément à quelquefois se mettre dans l'action individuelle et à utiliser le potentiel du profil 3 pour dire ce qu'il pense, dire ce qu'il ressent, même si au début, ça va être un changement pour lui, il va falloir qu'il accepte qu'on ne peut pas être toujours d'accord avec tout le monde, que le monde, c'est pas tout noir ou tout blanc, et que parfois, il y aura de la désharmonie, que parfois, il y aura des conflits, et que c'est peut-être pas une solution sur le long terme de toujours rester en retrait et ne rien dire. Donc, le profil 9 gagnera à aller parfois dire ce qu'il pense, faire les choses pour lui, et ne pas toujours se comporter comme le gentil organisateur ou le médiateur, que ce soit des enfants vis-à-vis de la relation qu'il y a avec leurs parents. Je l'ai beaucoup vu, je l'ai vu aussi dans un groupe avec des personnes qui sont extrêmement en retrait alors qu'elles ont plein d'idées, mais tout au long de l'activité, elles n'ont absolument rien dit. Si vous en connaissez le rôle là, de l'accompagnant ou de la personne qui veut aider les autres à progresser, ça va être d'aider le profil 9 à prendre sa place et à dire ce que lui veut aussi, d'aider le profil 3 à ne pas penser toujours qu'à sa gueule et à agir aussi avec les autres, et enfin le profil 6 qui veut toujours faire avec les autres mais qui veut jamais prendre les devants, l'encourager à lui dire écoute, tant qu'à t'occuper du groupe, je préférerais que tu prennes du recul, que tu prennes de la hauteur et que tu gères un peu la cohésion. Voilà. Et donc ce triangle marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que le profil 9 qui va être dans l'action collective va encore trop rester en retrait, et on a affaire aux mêmes états émotionnels que l'on a vu tout à l'heure dans les voies de désintégration et d'harmonisation des autres niveaux. Donc je vais enchaîner en parlant des 9 niveaux qu'a chacun des profils. Donc en pièce jointe, dans les ressources liées avec ce cours, vous trouverez tout un déroulé pédagogique de cette formation avec plein d'exemples pour chacun des profils, avec une description des comportements selon le niveau de bien-être ou de mal-être que vit la personne. Vous verrez aussi des exemples de célébrités qui avaient tel ou tel profil, et puis vous aurez aussi pas mal de pistes d'évolution. Sur chaque profil a une liste de choses auxquelles il devrait sans doute apprendre à renoncer, à faire, à dire, à entendre, et plutôt des choses qu'il aurait tendance, pour s'améliorer, à devoir affirmer. Exemple, le profil 2 devrait affirmer qu'il a, et s'affirmer à lui-même, qu'il a autant de valeur que les autres et qu'il ne mérite pas forcément de toujours faire passer ses besoins en dernier, et donc par conséquent qu'il renonce à toujours prendre les autres en charge et à se comporter comme un sauveur. Donc je vous laisserai aller regarder dans ces ressources un petit peu les images et les documents que je vous ai mis, ça vous permettra d'aller plus loin si ça vous intéresse. Sinon, je vous encourage à aller voir un petit peu sur internet. Alors c'était pas très connu il y a quelques années de ça, mais il commence à y avoir beaucoup d'informations sur l'énéagramme. C'est un outil qui est de plus en plus utilisé aussi dans l'entreprise et dans les formations pour les managers. Donc si ça vous intéresse, il y a pas mal de bouquins dessus, je vous mettrai des liens en description du cours. Et sinon, je peux vous conseiller le site de Approche Pearl, qui est Pearl, P-E-A-R-L, qui est un site très très détaillé où vous verrez même des choses auxquelles je ne vous ai pas encore parlé sur l'énéagramme, que je n'ai pas jugé utile de vous mettre dans la formation. Mais si ça vous intéresse d'aller beaucoup plus loin, je vous encourage à aller voir certains organismes de formation qui mettent à disposition du contenu ou qui organisent certains modules de cours. Et donc pour en revenir à ça, on a vu que chacun des profils avait une direction d'intégration et une direction de désintégration. Donc intégration, harmonisation, on peut dire les deux. Mais chacun des profils a aussi 9 niveaux de bien-être en fonction de si ses besoins sont respectés, si cette personne se sent aimée, appréciée ou pas, si elle se sent reconnue par elle-même et par les autres, ou à l'inverse, si c'est une personne qui est dans un stade de sa vie où elle va pas forcément super bien, où ses besoins ne sont pas satisfaits, où ses peurs refont surface et où elle est peut-être en train de se nier elle-même, par exemple. Donc on va voir qu'il y a 9 niveaux. Le niveau stable, on va appeler ça le niveau moyen, c'est-à-dire que en fonction du rapport au monde, tout est OK. La personne est en énergie ni hausse ni basse. Tout va bien sans que ce soit non plus l'éclate. Ça, c'est le niveau moyen. Quand la personne est au meilleur d'elle-même, elle va rentrer en harmonie avec elle-même et les autres. Elle va atteindre ce qu'on appelle le niveau sain. Donc sain, S-A-I-N.
Donc il y a plusieurs échelons, plusieurs degrés. Et à l'inverse, quand la personne est complètement dans le mal-être, elle va mettre en place certaines stratégies de défense pour se protéger de ses peurs. Donc les stratégies de défense, c'est le cerveau reptilien qui les met en place. C'est-à-dire, est-ce qu'elle va être peut-être dans la fuite ou dans l'attaque ou alors dans l'inhibition, c'est-à-dire qu'elle va faire semblant de faire le mort. Donc ça peut se traduire comme aller se battre avec un huissier ou insulter un huissier, ne pas répondre au téléphone quand l'huissier appelle, ou l'inhibition, c'est encore pire, c'est faire le mort et ne pas donner de nouvelles à l'huissier pendant des mois. Par contre, ça ne résout pas le problème. Voilà un petit peu le niveau malsain. Donc quand une personne va être un peu dans des états de compulsion, et donc il y a 9 niveaux, et en fonction d'eux, c'est très important aussi quand vous allez peut-être estimer quel profil vous avez, ou quand vous allez peut-être observer les autres pour voir quels sont les potentiels qu'ils ont le plus développés. C'est très intéressant de regarder aussi quel est leur rapport au monde sur le moment, c'est-à-dire comment elles se sentent, est-ce qu'elles viennent de vivre un moment difficile ou un moment joyeux, parce que ça va conditionner la vision que vous allez avoir des profils. Mais d'une manière générale, retenez que plus une personne va être dans l'amour, dans la joie, dans la gratitude et va être positive envers l'avenir, plus elle va rentrer dans des niveaux sains. Et moins cette personne va prendre en compte ses besoins, plus elle va être dans la peur, dans la défense et dans le mal-être, plus elle va être à un niveau malsain et ne pas utiliser tout son potentiel. Et on va le voir ensemble rapidement, chacun des profils peut être différent du tout au tout selon si c'est dans son niveau sain ou dans son niveau malsain. On est tous pareils, c'est comme tout le monde. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Un profil aidant, par exemple profil 2, alors je prends beaucoup cet exemple parce que c'est celui que j'ai le plus étudié avec le 3 puisque c'est mes profils, mais un profil aidant au meilleur de lui-même, c'est quelqu'un qui va être dans du désintéressement. Il va aider les autres sans en attendre quoi que ce soit en retour. Ni reconnaissance, ni remerciement, ni gratitude. Juste parce que c'est quelqu'un qui aime faire ça, qu'il a travaillé sur lui, il sait qu'il prend énormément de plaisir en répondant aux besoins des autres, sans pour autant devenir quelqu'un de naïf qui se fait bouffer ou devenir Mère Teresa. Le profil 2, à l'extrême du niveau sain, va être dans l'aide aux autres de manière complètement désintéressée. Il va être dans l'amour inconditionnel des autres. À l'inverse, quand il est au niveau malsain, c'est un profil qui peut devenir assez manipulateur et qui va être tellement dépendant aux besoins des autres, à la reconnaissance des autres, qui va aller parfois se donner une place, comme je l'ai dit un petit peu avant dans le cours, alors qu'on ne lui a rien demandé, pour ensuite aller reprocher à l'autre qu'il a été présent pour lui et que ce n'est pas réciproque, alors que l'autre ne lui avait rien demandé. Donc au niveau malsain, le profil 2, ça peut être quelqu'un qui va plutôt être dans parfois même la provoque et la création de problématiques dans la vie des autres, au pire du pire, pour aller ensuite proposer une solution, quoi. C'est le marketeur qui crée le problème et qui vend une solution, quoi. C'est le profil 2 au niveau malsain. Et au niveau malsain, il est tellement en manque d'amour, ses besoins ne sont tellement pas reconnus qu'il est prêt à faire tout et n'importe quoi pour avoir l'attention des autres. Et quitte à parfois aussi se mettre dans des situations très terrifiantes, très dangereuses pour lui et pour les autres. Je pense notamment aux problématiques de drogue, d'alcool, de choses comme ça. Le profil 2 peut être quelqu'un qui peut rentrer dans l'autodestruction pour attirer l'attention des autres. Un petit peu comme le profil 4, l'artiste au meilleur de lui-même, lui dans son niveau sain, il va avoir extrêmement de créativité. C'est quelqu'un, vous allez organiser un mariage, c'est celui qui va mettre les petites décos sur les fleurs et tout ça. Par contre, pour avoir eu beaucoup de clients en accompagnement individuel qui étaient dans ce profil-là, le profil 4, quand il n'est pas bien, on ne sait pas vraiment comment l'aider. Il est complètement submergé par ses émotions, très souvent il est très lunatique et il n'a plus la capacité à prendre le recul sur ce qui vient à l'intérieur et il peut être comme une girouette qui va de gauche à droite et il peut devenir extrêmement dangereux pour lui-même parce que à ce moment-là, il n'a plus vraiment les pieds sur terre, il est dans son mal-être émotionnel et il va prendre énormément de décisions non réfléchies. Le profil 5, au meilleur de lui-même, j'en ai déjà pas mal parlé, mais c'est quelqu'un qui va être énormément dans le partage de ce qu'il a appris, qui va montrer qu'il est expert, qui va essayer d'apporter sa connaissance auprès des autres, alors que quand il va être plutôt dans un niveau malsain, c'est quelqu'un qui va vouloir montrer qu'il sait, c'est quelqu'un qui va vouloir, plus je pense à un formateur, va plus vouloir montrer qu'il sait des choses
que apprendre des choses à ses élèves, c'est-à-dire que son ego, l'ego, vous savez, on a tous peur de ne pas être aimé, c'est-à-dire on a tous peur d'être inexistant. Et donc l'ego, quand on est au moins bon de nous-mêmes, a tendance à ressortir parce que ça cache la peur de disparaître. Les personnes qui sont très compétiteurs, qui veulent prendre toute la place, ce n'est pas de la méchanceté de vouloir prendre toute la place, c'est les personnes qui ont tellement peur de ne plus avoir leur place qui vont jouer des coudes et la jouer perso parce que leur ego leur a dit « attention, tu risques de disparaître ». Le profil 5 peut avoir pas mal d'ego et il peut avoir un petit peu là où le profil 3 et 2 vont être plutôt un peu dans l'orgueil. Lui, le profil 5, il va plutôt être dans une certaine forme d'avarice et dire « moi, je sais des choses, mais je n'ai pas envie de les partager avec toi. Tu n'avais qu'à travailler. » Et ça peut être un profil qui est trop enfermé dans son mental, avec lequel, quand il est au moins bon de lui-même, ça peut être très difficile de communiquer normalement, de partager des émotions. J'ai même eu un client une fois que je salue au passage s'il se reconnaît, qui était tellement coupé de ses émotions qu'il avait du mal à dire ce que lui ressentait et avait du mal à dire ce qu'il aimait ou ce qu'il n'aimait pas, quoi. Il n'avait plus du tout cette dimension émotionnelle, il était trop dans la réflexion et ça lui posait notamment beaucoup de problématiques dans ses relations et notamment en termes de séduction. C'est-à-dire que c'était une personne qui essayait de séduire avec la logique au lieu de séduire avec le cœur et d'être lui-même, quoi. Donc il était toujours en train de tout interpréter, tout comprendre et en fait il se rendait fou tout seul en passant complètement à côté de l'autre personne qui lui envoyait pourtant tous les signes positifs en lui disant « t'es quelqu'un d'intéressant et j'aimerais échanger avec toi ». Le profil 6, au moins bon de lui-même, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est un profil qui ne va rien faire tout seul. Moi, j'ai travaillé avec des gens comme ça dans des projets d'entreprise, c'est insupportable. C'est le profil qui a plein d'idées, plein de trucs, et tu lui dis, bah vas-y, tu t'en charges. Bah non, ce serait mieux qu'on le fasse ensemble. Donc, c'est un profil au moins bon de lui-même qui peut complètement passer à côté de ses projets s'il ne trouve pas les bonnes personnes pour l'accompagner, parce que tout simplement, son besoin de sécurité est trop important et il va avoir très très peur de jouer seul et il va du coup avoir du mal à faire les choses tout seul. À l'inverse, au meilleur de lui-même, comme je l'ai déjà dit, c'est un profil qui peut donner énormément de bien-être, de joie et d'enthousiasme dans un projet ou dans un groupe. C'est quelqu'un qui est souvent force de proposition en termes de sortie, d'activité et autres. Et d'une manière générale, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le loyaliste, un profil très très loyal avec qui on a quand même tendance à, de manière inconsciente, je généralise, je sais, à vouloir créer des relations assez fortes parce qu'on sent bien que c'est une personne qui est présente dans les échanges et qui s'intéresse aux autres. Le profil 7, j'en ai beaucoup parlé aussi, c'est quelqu'un au moins bon de lui-même qui va rentrer dans l'autodestruction par les expériences, c'est-à-dire qu'il va tellement vouloir prendre du plaisir qu'il va se mettre des fois dans des situations de danger ou faire des excès, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'alimentation, de drogue. Il va chercher en fait à combler son manque avec des produits substituts, de la bouffe ou autre, alors qu'en fait c'est un profil qui est juste dans une quête de plaisir et cette quête de plaisir au meilleur de lui-même peut aller dans une recherche de raffinement. Vous savez, c'est le bon vivant qui, passé un âge, n'a plus envie de manger tout et n'importe quoi, mais qui va prendre du temps à faire cuire des petits plats, qui au lieu de vouloir faire vite, c'est les vacances, pendant une semaine, il faut qu'on en fasse le maximum, qui va essayer de prendre du recul et de choisir les activités les plus intéressantes qui vont lui apporter le plus de plaisir. Donc, au meilleur de lui-même, c'est un profil qui va aller extrêmement souvent dans le raffinement pour prendre plus de plaisir et que les autres en prennent plus. Et c'est des profils qui sont en général très agréables dans une entreprise parce que c'est les gens qui viennent remettre un peu de bonne humeur quand il n'y en a plus. Par contre, oui, c'est aussi des profils qui peuvent être un peu lourds avec leur besoin de plaisir. Le besoin de plaisir, vous savez, c'est le profil où quand c'est le jour où il faut bosser, lui, il est là. Ce qui est important avant de bosser, c'est de bien choisir la musique. Alors que vous avez juste envie de finir le plus vite possible la tâche que vous avez à faire. Lui, il va se prendre la tête avec la musique, le truc, parce qu'il faut qu'on prenne du plaisir en travaillant. Ce qui n'est pas une mauvaise chose non plus, hein. Le profil 8, je l'ai dit tout à l'heure, au moins bon de lui-même, c'est quelqu'un qui peut être extrêmement destructeur. C'est quelqu'un qui peut être justement un vrai dictateur et qui peut faire du mal aux autres juste pour montrer un peu qu'il est rebelle et que ses valeurs ne sont pas respectées. En général, c'est quelqu'un qui est assez visionnaire. C'est quelqu'un qui sait ce qui est important pour lui, qui sait où il veut aller. Par contre, comme on l'a vu ensemble précédemment, il a peur d'être trahi et autres, donc il va emmener avec lui, un peu comme un leader, que les personnes qu'il juge
de confiance. La problématique pour lui, c'est qu'il va peut-être se limiter, notamment dans un recrutement, et écarter d'extrêmement bons profils par peur d'être trahi par la suite, et va peut-être s'entourer que de personnes en qui il a confiance, mais qu'il ne juge lui-même pas les plus opportunes à l'aider dans ses objectifs et ses projets, mais juste par peur d'être trahi par l'autre et de ne pas être dans une dimension assez loyale dans ses relations. C'est quelqu'un qui peut se priver d'une partie de son potentiel en ne faisant pas assez confiance. Par contre, il y a plusieurs voies de développement pour un leader. Le leader qui va devenir un peu plus inspirant, qui va c'est-à-dire montrer la voie et laisser sa place aux autres, quelqu'un qui n'aura pas cette problématique d'ego en fait, va aller beaucoup plus facilement basculer dans le profil 2 au meilleur de lui-même pour aller voir ok, maintenant que j'ai imposé mes conditions, que j'ai imposé mes valeurs, comment je peux faire en sorte que les autres y trouvent leur compte aussi. Donc ça c'est le profil leader 8 au meilleur de lui-même. Le profil 9, ce sera l'avant-dernier puisque j'ai commencé par le 2. Au meilleur de lui-même, j'en ai déjà parlé. C'est quelqu'un qui va faire en sorte que tout se passe bien pour tout le monde. Par contre, au moins bon de lui-même, quand il y a un conflit, quand il se sent mal, quand il a peur, c'est quelqu'un qui peut être invisible et qui peut même rentrer dans une forme de dépression, voire de burn-out. Je l'ai déjà vu, où le cerveau a tellement peur de vivre le conflit, l'émotion, qu'il va en gros l'effacer de la personne. Mais vous avez des personnes qui vont aller s'isoler un peu dans leur monde intérieur ou dans les jeux vidéo, dans des lectures, par peur d'affronter vraiment le conflit. Par contre, en général, ce sont des personnes qui savent extrêmement bien communiquer et qui ont une énergie assez douce qui font qu'ils sont quand même de très bons médiateurs quand ils sont au meilleur de lui-même. Et je finirai par le 1. Donc le 1, au meilleur de lui-même, c'est quelqu'un, tout est structuré, tout est rangé, vous pouvez lui faire confiance, le cadre va être respecté, les règles, les processus, les procédures vont être respectées. Par contre, au moins bon de lui-même, c'est un profil, si le soir vous deviez manger tous ensemble et que vous deviez être 14 qui préparait le repas et qu'au final vous êtes 15, le profil est perdu. Le perfectionniste est perdu parce que lui, il avait préparé pour 14 et on ne s'est pas rendu compte des contraintes que ça allait être en plus pour que ce soit parfait pour 15 et pas pour 14. Et c'est quelqu'un qui va avoir parfois du mal. Donc encore une fois, tout ce que je dis, c'est généralisé pour comprendre. Chacun est différent, je ne mets pas les gens dans des cases, mais il va peut-être avoir le sentiment d'avoir fait beaucoup de concessions pour que ce soit bien pour tout le monde, que le cadre soit respecté, et il va très très mal vivre le fait que ça ne se passe pas comme c'était prévu. Ça peut être parfois, d'une manière dit un peu négative, l'élève qui en cours a extrêmement bien travaillé, tout préparé son questionnaire, il voit l'autre qui n'a rien foutu et qui a copié sur son voisin qui a la même note que lui, il s'énerve parce que pour lui, c'est pas comme ça qu'on fait. Parfois, vous avez des gens un peu coincés sur certaines choses, sur les règles, que ce soit la sécurité routière, des choses comme ça. Ils ont sans doute tendance à avoir développé du profil soit parfait, soit parce qu'ils ont grandi dans des familles assez strictes, assez à l'ancienne, et ils ont beaucoup de mal à voir les autres faire les choses d'une manière différente de la leur. Et donc, comme on l'a vu, la plus grande peur de ce profil-là, c'est que son cadre ne soit pas respecté. Et sur le plan de l'intelligence émotionnelle, qu'est-ce qui se passe quand une personne voit son cadre, ses règles personnelles qui ne sont pas respectées? Elle se met en colère. Donc le profil 1 peut être quelqu'un qui se met facilement en colère et comme il en a conscience, c'est quelqu'un qui évite de suivre les règles, de sortir des règles et de faire les choses de manière différente par peur de perdre le contrôle, de perdre la façon dont il avait l'habitude de faire et donc de se mettre en colère. Donc au meilleur de lui-même, c'est quelqu'un qui va être extrêmement structuré, extrêmement organisé, qui va vraiment respecter les règles qui sont établies et les procédures. Par contre, cette rigidité peut, notamment dans le milieu professionnel, lui créer certaines problématiques. Donc voilà pour les 9 profils en termes de niveau sain et malsain. Donc je ne parle pas du niveau moyen parce qu'on l'a déjà vu avant. Vous irez voir dans les ressources si ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin sur chacun des profils. D'une manière générale, ce qu'on pourrait rappeler sur ces 9 profils, c'est que chacun va avoir un mode de fonctionnement qui lui est propre et qui diffère un peu des autres en fonction de ses motivations. Il va avoir plusieurs niveaux en fonction de son rapport au monde, en fonction de son bien-être ou de son mal-être. Il va donc agir différemment
en fonction de la façon dont il se sent. Chaque profil va avoir sa quête personnelle pour avoir de l'amour et son mode de fonctionnement, son mode d'action préféré et privilégié pour avoir de l'amour. Et comme on l'a vu, les profils sont tous en lien les uns avec les autres et un profil peut s'harmoniser en allant utiliser le potentiel d'un autre ou à l'inverse se désintégrer en niant complètement ses besoins, en ne satisfaisant pas ce qui est important pour lui et il va pouvoir derrière complètement dépérir et descendre au fur et à mesure qu'il sera en manque d'amour. Et pour finir, on va parler de la symbolique qu'il y a dans l'énéagramme. Donc des symboles dans l'énéagramme, il y en a des centaines de façons de les mettre en évidence. Comme je vous l'ai dit, c'est un outil très vieux, c'est un outil qui est utilisé depuis des millénaires. Donc on n'a sans doute pas encore trouvé toute la symbolique qu'il y avait derrière l'énéagramme, mais c'est un outil qu'on peut voir dans différentes religions ou dans différentes cultures dessiné de manière plus ou moins différente. Parfois, on peut le voir dessiné sous forme de cône, en 3D, en quelque sorte, en 3 dimensions. Nous, là, sur les schémas, il est en 2 dimensions, c'est plus simple à comprendre. Mais on pourrait imaginer qu'il est en 3D. Et donc, comme dans beaucoup de cultures, de religions, de lieux, on retrouve toujours les mêmes symboles. Donc, on appelle ça aussi la symbolique inconsciente. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est le fait qu'à travers les âges et les cultures, on a certains symboles qui reviennent sans cesse et qui ont en quelque sorte la même signification pour tout le monde et parfois un beau schéma vaut mieux qu'un long discours. Par exemple, le triangle, c'est un symbole qui indique une direction, c'est aussi une flèche, c'est aussi sur les panneaux de signalisation, on pourra le remarquer, les panneaux triangles, c'est les panneaux où on dit « mets ton focus ici, fais attention, il y a un danger ». Alors qu'un panneau carré va plutôt symboliser le cadre, un stop en termes de code de la route. Et ben, c'est exactement la même chose dans l'énéagramme. On va retrouver 5 symboles qu'on retrouve toujours dans la symbolique inconsciente. Donc le rond qui symbolise l'unité, l'identité, l'harmonie et en termes de spiritualité on va dire le ciel. Le carré qui à l'inverse représente le cadre, la terre, mais aussi les règles du jeu, l'environnement de manière générale. On va avoir la croix. Donc la croix, elle peut avoir 2 significations. Soit la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'au moment où les 2 traits de la croix se croisent, on a plusieurs directions possibles. Mais au moment où les traits de la croix se croisent, on peut symboliquement imaginer que c'est une relation avec 2 choses qui se croisent, donc un lien qui se crée entre 2 personnes ou entre 2 événements, 2 choses. On va retrouver sur la partie 3D de l'énéagramme la spirale. Donc la spirale, c'est un symbole d'évolution, une évolution en spirale. C'est aussi la quête du développement, en quelque sorte. Et puis enfin, le triangle donc, qui symbolise la direction, l'objectif, le projet, l'endroit où il faut qu'on mette son focus. Donc ces 5 symboles, on va les retrouver dans l'énéagramme et on va voir également rapidement qu'il y a aussi une combinaison de chiffres dans l'énéagramme. Donc par exemple, il y a 9 profils. Si vous remarquez sur mon schéma, le 9 est tout en haut, c'est le seul profil qui est positionné dans l'axe de l'énéagramme et ensuite il y en a 4 sur la gauche, 4 sur la droite. Vous remarquerez que ces chiffres sont disposés de manière égale d'un côté à l'autre et qui sont en quelque sorte des parallèles. On remarque donc que le 9 est tout en haut et que sur le côté droit du schéma, vous avez les profils 1, 2, 3 et 4 et que sur le côté gauche de l'énéagramme, vous avez les profils 5, 6, 7, 8. Vous remarquerez que si en haut, je prends le profil 1 plus 8, ça fait 9. Si je prends les profils 2 plus 7, ça fait 9. Les profils 3 plus 6, ça fait 9. Et enfin, les profils 4 plus 5, ça fait encore 9. Donc, il y a plein Vous pouvez vous amuser à les chercher en même tapant sur Internet. On peut retrouver des chiffres en divisant. Il y en a qui disent qu'on trouve le nombre d'or. Enfin, il y a beaucoup de choses dans l'énéagramme. Nous, on va simplement s'intéresser à ces chiffres
Et à la symbolique, c'est une autre façon que moi je préfère même d'essayer de trouver l'équilibre entre les différents profils plutôt que d'aller dans la complexité un peu des voies d'harmonisation et de désintégration. Donc en quelque sorte, on va retrouver ces 5 symboles dans l'énéagramme, sachant que le 5e qui est la spirale se retrouve si on dessine l'énéagramme de manière 3D. Mais en gros, on va avoir 4 axes sur notre énéagramme. Donc c'est-à-dire que le 1 plus le 8 font 9. Donc on peut tracer un trait entre 1 et 8. C'est ce qu'on va appeler un axe de loi, de cadre. C'est-à-dire que le profil 1, lui, il va être énormément dans le cadre des autres. C'est quelqu'un qui va être tourné vers l'extérieur et qui va regarder les règles du jeu collective pour savoir comment agir. A l'inverse, le profil 8 impose plus souvent ses valeurs et son propre cadre, ses propres règles du jeu. Si on descend en dessous, on peut tracer un autre axe entre le profil 2 et le profil 7. Vous verrez que ces profils sont très souvent en lien les uns avec les autres. Le profil 2 et le profil 7, c'est un axe de lien. Vous en avez un qui est dans le lien vers les autres, c'est le profil 2, énormément tourné vers la satisfaction des besoins des autres. Et à l'inverse, le profil 7, qui lui est totalement tourné vers le lien avec lui-même et son propre plaisir personnel. Il se passe qu'il n'y a pas de hasard et que très souvent, quand un profil qui est dans un excès de 2 et qui rencontre un profil qui est dans un excès d'épicurien, souvent ça va mal ensemble puisque l'épicurien va aller profiter du 2 pour prendre du plaisir et le 2 va se faire bouffer par l'épicurien en quelque sorte. Si je descends encore, 3 plus 6 égale 9, on a même le triangle, mais on va considérer que c'est un axe, mais il y a un triangle d'action, un axe d'action. Le profil 3 est plutôt dans l'action individuelle, le profil 6 est plutôt dans l'action collective, alors que le 9 est dans la quête d'harmonie pour les deux. Et enfin, on peut tracer un autre axe entre les profils 4 et les profils 5, c'est un axe d'évolution. C'est-à-dire que le profil 4 va plutôt être en évolution dans son environnement au quotidien à l'intérieur, c'est-à-dire par l'écoute de ce qu'il vit en termes d'émotion, alors que le profil 5 va plutôt être dans un axe d'évolution extérieur et va plutôt regarder ce qui se passe en dehors de son corps, en dehors de sa sphère, chez les autres, pour aller prendre des décisions et évoluer dans son environnement. Donc on remarque que si on coupait l'énéagramme en deux, on remarque qu'il y a toujours un profil qui est beaucoup plus tourné vers l'intérieur, le profil 8, le profil 7, le profil 3 et le profil 4. C'est des personnes qui sont énormément tournées vers l'intérieur, alors que les profils 5, 6, 2 et 1 sont énormément focus sur les règles extérieures et comment font les autres à l'extérieur. Donc encore une fois, on peut couper l'énéagramme en deux et remarquer qu'on peut séparer les profils par rapport à leur rapport à l'environnement. Et donc, sur chacun de ces axes, on remarque qu'on peut facilement trouver un équilibre. C'est-à-dire qu'un profil 1 qui est beaucoup trop dans les règles du jeu, de la société, des autres, de la société dans laquelle il travaille aussi, gagnerait sans doute à trouver l'équilibre et à aller utiliser un peu plus le potentiel du leader qui lui va imposer son cadre personnel. Et à contrario, le leader aurait parfois intérêt à s'initier au comportement du 1 pour aller un petit peu observer les règles des autres au lieu d'être un peu le rebelle qui en fait qu'à sa tête. Je généralise encore une fois. Le profil 2 qui est trop dans le lien aux autres gagnerait sans doute à basculer dans un profil plus épicurien pour aller s'intéresser un petit peu plus à ses propres besoins et à son propre plaisir afin de trouver l'équilibre. Et puis un profil 7, quelqu'un qui est un peu ado encore, qui pense qu'à lui et autres, à son plaisir, peut arriver à un stade de maturité et penser par exemple à créer une équipe, à avoir des enfants et de manière naturelle, il va orienter un peu sa recherche de plaisir dans la contribution auprès des autres. Au niveau de l'action, c'est toujours pareil. Quelqu'un qui est dans l'action individuelle gagnerait à être un peu plus dans le collectif et quelqu'un qui est trop dans le collectif gagnerait aussi à avoir son propre projet personnel. Et enfin, l'axe d'évolution, toujours pareil. Le profil 4, très tragico-romantique, très émotionnel, gagnerait des fois à prendre du recul et mettre un petit peu de rationnel
dans sa façon de vivre, alors que le profil 5 gagnerait, lorsqu'il est très développé, à lâcher prise et à aller faire un petit peu attention à ce qui se passe à l'intérieur. Donc voilà une autre façon de trouver l'équilibre entre les profils. Moi, c'est celle que je préfère dans ma dimension de professionnel de l'accompagnement parce que c'est plus simple, notamment pour l'expliquer aux autres qui sont un peu trop à droite ou un peu trop à gauche et qui gagneraient à retrouver l'équilibre en allant exploiter le profil inverse. Je vous laisserai voir si c'est quelque chose qui vous parle plus que les voies d'intégration, d'harmonisation. L'idéal, ce n'est pas de voir ça comme un outil, c'est de voir que cet outil, ce n'est qu'un prétexte à l'accompagnement, ce n'est qu'un prétexte à réfléchir sur comment devenir quelqu'un qui est plus en accord avec lui-même, qui est plus dans un fonctionnement optimal, qui fonctionne plus en haute performance dans ses actions, plutôt que quelqu'un qui se laisse un petit peu aller à ses profils. Ce que j'aime aussi dans cet outil, c'est qu'on voit qu'on est tous différents et puis qu'on a tous cette capacité à aller développer de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes. Et c'est de ces habitudes, de cette attitude aussi qu'on va définir notre attitude. Ça veut dire que quand on vous dit « toi, t'es pas comme ça, t'es comme ça », qui a dit ça? Rien ne vous empêche de changer, rien ne vous empêche d'aller petit à petit à observer un autre comportement, une autre façon de faire les choses, d'aller peut-être réveiller et révéler aussi un autre profil chez vous, une autre part de vous qui peut-être a été mis un peu de côté ces dernières années parce qu'on vous a éduqué de telle et telle façon. Je pense notamment aux gens assez fermés, rigides et autres qui ont une éducation souvent très dure et très carrée et qui, passé un certain âge, quand ils sont arrivés à la limite de ce fonctionnement-là, qu'ils se sont rendus compte que ça ne les rendait pas heureux, qu'ils n'étaient pas au meilleur d'eux-mêmes, vont aller un petit peu mettre un peu de souplesse et lâcher prise, par exemple, dans leur façon de faire et ils vont y prendre beaucoup de plaisir tout en gardant leur prédominance de profil très carré, très organisé, on va dire. Donc, ce qu'on peut retenir aussi par rapport à ces 4 axes, c'est que s'il y a un excès d'un côté, souvent le plus simple, c'est de développer l'autre côté pour trouver un équilibre. Donc, je vais revenir maintenant à ma symbolique. Donc, déjà, on voit tout de suite le rond dans l'énéagramme. C'est l'unité, justement, cette notion de recherche d'équilibre. C'est aussi l'identité. Donc, on peut considérer que l'identité aussi d'une personne, c'est l'ensemble de ces 9 profils, plus ou moins développés. D'ailleurs, si vous passez le test que je vous ai fourni, vous verrez que chaque profil, on vous met un pourcentage. On ne vous dit pas vous avez tel profil, tel profil, tel profil. Vous avez un pourcentage pour chaque profil. En fonction des personnes, c'est plus ou moins équilibré, plus ou moins déséquilibré. Si ça vous intéresse, je vous donnerai ensuite toutes les infos pour m'envoyer les résultats de votre test si vous souhaitez que je vous fasse une petite analyse rapide, même si vous avez déjà pas mal d'infos pour la faire vous-même. Mais on va pouvoir observer que c'est aussi le cas au niveau planétaire et global, c'est-à-dire que dans la logique, si on fait la somme de toutes les personnes présentes sur cette planète, on devrait arriver à une identité globale, à un profil neuf, à une harmonie entre les gens. Et ça marche également au niveau personnel, c'est-à-dire que vous avez un pourcentage développé dans chacun des profils. Quand vous additionnez tous ces pourcentages, dans la logique, ça fait 100%. Donc, on retrouve le rond sur lequel sont dispatchés les 9 énéatypes. Ensuite, comme j'ai dit avant, si on coupe l'énéagramme en 2 dans le sens vertical, donc en traversant le 9, on peut remarquer que cet axe-là, imaginaire contraste, va croiser en plein milieu de l'énéagramme l'axe de lien, donc l'axe entre le profil 2 et le 7, et miracle, on voit apparaître une croix. Si on coupe l'énéagramme en 2, donc dans les deux sens, là, on va avoir une croix qui apparaît, une croix qui donc symbolise le lien, et donc c'est pas étonnant que cet axe de lien se fasse entre le profil 2 qui est dans le lien aux autres et le profil 7 qui est dans le lien à son plaisir personnel. Et donc, encore une fois, on va pouvoir regarder comment basculer d'un profil à l'autre pour aller équilibrer un comportement qui peut être excessif. Le triangle, il est déjà dessiné dans l'énéagramme, donc le triangle, c'est un axe d'action. On peut noter au passage que la flèche du triangle pointe vers le 9, donc l'objectif, c'est sans doute de trouver une certaine forme d'harmonie et d'unité dans son parcours personnel, dans sa vie, dans ses relations avec les autres. Mais donc ce triangle d'action, on le retrouve aussi
Et donc, le triangle, symbole d'objectif, de but à atteindre et autres, eh ben, fait le lien avec l'axe d'action, donc pour atteindre ces objectifs. On retrouve aussi le carré. Alors le carré, il est assez intéressant parce qu'il ne se voit pas à première vue comme ça. Il se voit si on trace donc notre axe de loi entre le profil 1 et le profil 8, notre axe d'évolution entre le profil 4 et le profil 5, et ensuite en liant le 8 et le 5, et en liant le 1 et le 4, on dessine un carré. C'est un cadre donc, c'est notre organisation, notre environnement, la façon dont on structure les choses. Et donc on remarquera qu'ici il y a deux axes qui sont utilisés pour dessiner ce carré, ce cadre. Je vous ferai un petit schéma après assez sympa pour moyen mémotechnique pour voir un peu les choses. On pourrait dire que en haut, la façon d'évoluer dans le monde en fonction des lois, des règles et du cadre imposé, c'est les profils 1 et les profils 8. Le profil 1 est dans les règles imposées par les autres, le profil 8 dans ses règles à lui. Donc, il y a cet axe de loi et de lien. Et pour évoluer avec ce cadre, avec ces lois, avec ces règles, on va avoir le profil 4 qui va plutôt être dans l'évolution émotionnelle, basée sur ce qui se passe à l'intérieur, alors que le profil 5 va être plutôt dans l'évolution intellectuelle, basée sur les observations qu'il a du monde extérieur. Donc, on peut prendre ces deux axes et voir comment une personne peut évoluer et se cadrer pour avancer dans sa vie. Et en fonction du niveau de déséquilibre, on verra que le carré aura des angles plus ou moins perpendiculaires. Et enfin, si on voyait notre énéagramme comme un cône, comme une spirale, on pourrait partir du principe qu'en tournant un peu par l'ensemble des profils dans le sens des aiguilles d'une montre, on finit par évoluer et se développer en utilisant l'ensemble de son potentiel. Donc voilà pour les fameux symboles qu'on retrouve dans l'énéagramme. Donc il y en a d'autres, je n'ai pas la prétention d'être un mathématicien qui décompose cet outil sur le plan de l'ingénierie ou autre. Moi je m'en sers simplement d'outil d'accompagnement et pour mieux me comprendre moi. Mais je trouve que ces symboles-là sont intéressants pour ajouter une dimension un peu visuelle à l'outil. Et donc je vais même finir par un schéma. Donc on pourrait voir aussi l'énéagramme pour reprendre tout ce que j'ai dit depuis le début. On pourrait dessiner autour de l'énéagramme un bonhomme, en quelque sorte. Considérer que le rond est un peu le corps de la personne. On remarque que le profil 9, il est tout en haut, il se distingue. C'est un petit peu la tête du bonhomme. C'est la personne qui est un peu visionnaire, qui prend du recul, qui voit les choses de manière globale, dans une quête d'harmonie. Donc on pourrait dessiner la tête de notre bonhomme. Ensuite, au niveau du cadre, le cadre sur la symbolique de l'être humain, c'est les épaules, tout simplement. Donc, à vous vous pouvez vous faire le petit dessin et une fois que vous aurez fait le test, et regardez où c'est que vous avez un profil très développé et peu développé. Dans la logique, si vous respectez un petit peu les dimensions, vous pourrez dessiner un bonhomme plus ou moins équilibré d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez dessiné la tête avec le profil 9, vous pouvez regarder que les profils 1 et 8 qui représentent le cadre, les épaules, peut-être que quelqu'un va avoir une épaule gauche très développée et énormément basée sur les règles de la société et de la vie en communauté, et peut-être ne pas du tout mettre en avant son cadre personnel. Et donc avoir l'épaule droite un petit peu plus basse. Et donc si on est toujours dans notre petit jeu et dans notre utilité de rechercher l'équilibre, par définition, on pourrait dire que cette personne aurait intérêt à baisser un peu son épaule sur les règles imposées par les autres et à l'inverse, prendre un peu sa place pour imposer ses propres règles du jeu en levant son épaule droite. Donc la tête du bonhomme, on a les épaules maintenant. Je vais sauter l'axe de lien, mais on pourrait dessiner les mains au niveau du profil 3 et 6. Donc sur la droite de l'énéagramme, le profil 3, vous pouvez lui faire une main d'une taille différente en fonction du niveau de développement du profil, mais on peut dire que la main, c'est l'action qui peut être individuelle d'un côté avec le profil 3, ou l'action qui peut être collective de l'autre avec le profil 6.
À vous, si vous faites le dessin ou si vous le faites à un ami, ça peut être très intéressant de lui montrer les écarts et dessiner une main plus grosse du côté où son profil est le plus développé pour que de manière totalement symbolique, il puisse voir de quel côté il devrait travailler pour retrouver de l'équilibre dans sa vie. Entre les épaules et les mains, on a besoin de faire le lien. Et tiens, bizarrement, on retrouve notre axe de lien avec d'un côté, on va dessiner le bras du profil 2. Est-ce que c'est quelqu'un qui porte les autres sur son bras ou pas? Et de l'autre côté, le profil 7, c'est le lien avec soi-même, avec son bien-être personnel. Et enfin, en termes d'évolution, on va pouvoir dessiner des pieds sur les profils 4 et les profils 5, c'est-à-dire que le profil 4 va plutôt évoluer dans sa vie en fonction de ce qu'il vit à l'intérieur et de ce qu'il ressent. Et à contrario, de l'autre côté, le profil 5 va évoluer dans sa vie, dans son environnement, en fonction de l'observation qu'il va faire par son mental sur le monde qui l'entoure. Donc voilà, c'est un jeu que je trouve assez intéressant de dessiner ce bonhomme. Ça peut permettre, si vous le faites à d'autres personnes ou si vous le faites à vous, ça peut vous permettre déjà d'avoir un super moyen mémotechnique pour retenir les profils, pour retenir les axes, mais aussi ça vous montre rapidement si votre bonhomme il est plutôt équilibré, pas équilibré, plus d'un côté, plus de l'autre, si vous êtes dans une démarche d'évolution ou plutôt que vous êtes un peu fermé par le cadre, plutôt dans l'action individuelle, dans l'action collective. Donc je trouvais ce jeu intéressant et je pense d'ailleurs que vous ne trouverez pas ce bonhomme dessiné sur internet puisque c'est mes mentors qui me l'ont transmis et je pense que c'est quelque chose qu'ils avaient créé par leur propre observation de l'outil et non pas quelque chose qui s'est avéré sur des années de recherche. Et d'ailleurs, je vous invite à trouver vous-même vos propres définitions, utilisez l'outil. L'outil n'est pas une fin en soi. Moi, je vois beaucoup de professionnels de l'accompagnement et autres qui collectionnent les outils. L'outil n'est qu'un moyen de mettre un petit peu de la perspective sur les choses et un moyen d'accompagner l'autre ou de s'accompagner soi-même dans son évolution. Et c'est pour ça, comme je vous le disais tout au début de cette formation, que j'aime beaucoup l'énéagramme puisque ce n'est pas un outil qui va fermer des portes, mais qui au contraire en ouvre de plus en plus. Et d'ailleurs, on pourrait même finir sur le fait qu'une personne pleinement équilibrée pourra prendre du recul dans son profil 9, avoir donc la tête dans les étoiles, tout en ayant les pieds bien ancrés sur terre. Donc on peut jouer comme ça avec la linguistique aussi dans la façon dont on accompagne l'autre, c'est très très intéressant et donc c'est pour ça que cet outil, c'était un vrai plaisir pour moi de vous le partager et de vous le présenter aujourd'hui. J'espère que ça vous a appris des choses. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas très bien compris, vous pouvez me contacter bien entendu par email. Comme je vous l'ai dit, vous trouverez toutes les ressources complémentaires, des schémas, des modèles, un livret d'applications en pièce jointe de la formation dans les ressources et vous trouverez également le test. Donc faites attention, c'est un test Excel qui se fait sur 2 pages. Vous avez juste à remplir la première page et enfin en bas, vous n'oubliez pas que il y a l'onglet, il y a plusieurs feuilles et il y a la feuille résultat et vous verrez un petit tableau avec le pourcentage de chaque réponse et donc le pourcentage de chacun des profils et c'est assez bien fait, ça vous le représente sous forme d'un diagramme où vous pourrez voir tout de suite si votre profil est plus ou moins équilibré, sachant qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, on est tous en progression constante, c'est juste un outil de connaissance de soi et des autres et comme vous l'avez peut-être constaté tout au long de ce cours, c'est un outil qui peut avoir de nombreuses applications, que ce soit sur le plan personnel, pour son développement personnel, dans la communication avec les autres, mais aussi pour mieux faire passer un message, mieux vendre. Forcément, si vous rencontrez un profil 3 pour le motiver, vous avez juste à lui dire qu'il n'est pas capable de faire un truc. Il y a son côté compétiteur qui va ressortir. À l'inverse, vous faites ça avec un profil 2, à part se sentir rejeté, ça ne va pas du tout avoir l'effet aussi motivant que sur le profil compétiteur. Donc, je vous encourage en tout cas moi à essayer d'utiliser cet outil, à essayer de l'intégrer et puis de vous faire aussi vos propres avis, vos propres tests par rapport à l'outil. Donc, si vous voulez vraiment faire le test et autres, je vous laisse mon adresse mail. Il y a 140 questions, mais c'est très intéressant et si vous voulez le faire à 2, chaque question peut aussi vous permettre de travailler sur vous puisque chaque question est tournée d'une manière un peu particulière où il va falloir que vous vous interrogiez sur comment vous réagiriez dans telle ou telle situation. Et moi, parfois, rien que le processus des questions est un véritable outil de coaching puisque des fois, vous verrez que vous devez remplir par 0, 1, 2 ou 3
Il y a des fois où juste les mimiques du visage de la personne font comprendre qu'elle se reconnaît parfaitement dedans. Elle prend conscience de son excès de comportement. Moi, je note le numéro, mais ça lui permet, elle, d'avoir ses propres prises de conscience sur son comportement. Donc, si vous voulez être accompagné, vous, sur l'énéagramme ou dans votre développement personnel, votre projet professionnel ou autre, je vous invite à me contacter. Vous trouverez dans les commentaires, en plus de mon adresse email, un lien. Vous pouvez réserver un rendez-vous ou m'envoyer un email, mais vous pouvez réserver un rendez-vous dans mon agenda de manière automatique et on peut passer 1 heure ensemble à voir déjà les questions que vous avez par rapport à l'énéagramme. Et puis, si vous avez des objectifs, si vous avez des projets, s'il y a des choses que vous voulez changer dans votre vie, si vous avez besoin de conseils aussi ou tout simplement d'être accompagné, ce sera l'occasion de voir si on peut arriver à travailler ensemble, de faire le point sur vos ambitions. Dans tous les cas, ça ne vous engage à rien, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi si vous souhaitez qu'on avance ensemble sur vos objectifs. Je vous remercie vraiment d'avoir suivi ce cours. J'espère qu'il vous aura apporté autant d'astuces et d'informations sur l'être humain qu'il m'en a apporté à moi-même. Moi, l'énéagramme m'a extrêmement été utile dans mon parcours et m'a permis également de beaucoup mieux me comprendre et d'énormément faire le lien entre certaines actions et certains comportements que j'avais. Donc, j'espère que ce sera le cas pour vous et que c'est un outil que vous pourrez également partager autour de vous, partager à vos amis pour les aider eux aussi à mieux se connaître et à mieux comprendre les autres. Voilà. On en a fini pour le cours d'aujourd'hui qui était consacré à l'énéagramme. Je vous remercie de votre participation et de votre écoute. Je vous laisse me poser toutes vos questions dans les commentaires, à m'envoyer un mail si besoin avec le test que vous aurez passé ou à prendre un rendez-vous si vous voulez qu'on travaille ensemble. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt dans une prochaine formation.